Donc là, on est reparti. Donc, petite recommandation d'usage. Vous avez déjà vu ça hier. Voilà, on va attaquer. Moi, je vous recommande vraiment de couper tout ce qui peut être source de perturbation. Si vous avez votre téléphone avec Facebook, les différents réseaux sociaux, etc. Voilà, si vous pouvez faire abstraction de tout ça juste pendant quelques heures, on va dire, quoi, les 1 heure et demie, 2 heures qu'on va rester ensemble pour vraiment être concentré sur ce que je vais vous raconter ce soir et la valeur que je vais vous apporter. Prenez de quoi noter. Vous aurez certainement des petits tips, des petites infos, même des fois des réponses à certaines questions, voilà, que vous allez vous noter dans un petit coin. Même si c'est moi qui parle, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire pour vous désaltérer. Ça évitera de vous absenter éventuellement et de louper une info importante. Et chose importante que j'aime toujours conseiller, si vous avez des écouteurs, écoutez cette conférence avec des écouteurs. Ça vous permettra d'être beaucoup plus concentré et de retenir les infos que je vais partager avec vous. Voilà pour les petites recommandations d'usage. Donc, deuxième session aujourd'hui pour apprendre l'achat-revente, gagner 10 ans de loyer d'ici l'année prochaine. Donc, au programme ce soir, donc 5 éléments que vous recherchez en immobilier. Vous me direz si c'est bien ces 5 éléments ou si j'ai oublié quelque chose, mais normalement, j'aurais fait le tour avec ces 5 éléments principaux. On fera un petit jeu avec le jeu des 8 différences. Voilà, on va revenir un petit peu à notre jeunesse et faire un petit jeu des différences. On verra 5 opérations passées à la loupe que vous auriez pu réaliser. C'est les opérations que je vous ai présentées rapidement hier. Là, on va revenir un petit peu plus dans le détail. Je répondrai éventuellement à quelques questions que vous avez là-dessus. Comment je les ai trouvées, ce que j'ai fait comme travaux dedans, comment je les ai revendus, comment j'ai trouvé mes acquéreurs, etc. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail. Ça vous donnera un petit peu des perspectives et vous verrez qu'en réalité, c'est juste un peu d'organisation. C'est pas très compliqué. Ça demande un petit peu de technique quand même, mais globalement, c'est quelque chose qui peut être donné à tout le monde, mais il y a quand même certaines erreurs à éviter. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Et je vous donnerai donc 5 stratégies, les 5 meilleures stratégies de flip que vous pouvez faire, même avec un petit budget, voire même sans faire de prêt immobilier. Donc, je vous partagerai tout ça également en fin de soirée. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un petit récap quand même d'un point important qu'on a vu hier, qui a fait vraiment le gros sujet hier, c'est le problème global qu'on rencontre aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir avec ce que vous recherchez. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'on a des soucis avec les bonnes affaires puisque globalement, tout le monde cherche la même chose au même endroit, surtout pour faire du locatif. Donc, c'est vraiment important de se créer un réseau et d'arriver à trouver des biens, ce qu'on appelle des biens off-market. C'est des biens donc qui ne sont pas encore sur Internet, donc avoir les pépites avant. Donc, comment faire pour les trouver? Le souci également du financement, donc avec les nouvelles règles du HCSF, voilà, les taux d'endettement qui sont limités à 35%, les durées d'emprunt, la priorité qui est mise pour l'investissement en résidence principale, l'apport de 10%, voire plus, qui est maintenant quasiment tout le temps demandé par les banques, et avec tout ça, forcément une rentabilité qui baisse. Donc, ce qui fait que on a des difficultés de financement puisque vous présentez à la banque des projets qui sont de moins en moins rentables. Problème également d'exploitation avec tout ce qui est protection des locataires, la concurrence qui fait qu'il y a de plus en plus de vacances locatives, les réglementations, que ce soit des réglementations municipales ou des réglementations de copro, qui fait que tout ce qui va être location courte durée, colocation, etc., eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. La concurrence qui vient se rajouter par là-dessus. Et donc du coup, la nécessité de plus en plus de faire du haut de gamme, mais du haut de gamme qui coûte plus cher. Donc, si on a des investissements qui coûtent plus cher à mettre en place, nécessairement, on a une rentabilité qui va baisser puisque à loyer quasiment équivalent, on va avoir un prix de revient pour faire vos appartements qui va être de plus en plus élevé. Et enfin, le souci de la fiscalité, avec une nouvelle loi de finances qui est modifiée tous les ans, les statuts de LMNP et de LMP qui sont un petit peu mis à mal avec des changements réguliers. Le réinvestissement, quand on commence à payer des impôts, avant on disait c'est simple, il suffit de racheter un appartement, on refait des travaux et on redéfiscalise, eh bien ça devient de plus en plus compliqué avec les nouvelles règles justement de financement du HCSF.
Et globalement, on a l'instabilité fiscale qu'on a en France, puisque chaque année, voire parfois même en cours d'année, comme ça a été le cas avec le HCSF, en cours d'année, ils peuvent très bien nous sortir un changement, une réforme ou quelque chose comme ça, qui d'un seul coup fait que on va avoir une réglementation qui va être modifiée et une fiscalité qui peut être modifiée même en cours d'année. Donc, par rapport à tout ça, vous allez rechercher globalement un petit peu tous la même chose. Il va falloir trouver des bonnes affaires avec moins de concurrence. Donc, vous allez rechercher des bonnes affaires, mais en essayant d'être tout seul dessus. Le problème, c'est que tout le monde cherche les bonnes affaires, donc ça se complique un petit peu. Vous allez rechercher et investir en fonction de vos moyens, puisqu'on a vu que le financement était de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, en fonction de votre situation, vous avez une capacité d'emprunt. Et aujourd'hui, il va falloir trouver des biens qui rentrent dans votre capacité d'emprunt. Et ces biens-là, avec le montant que vous avez de disponible pour emprunter, c'est pas forcément le type de bien que vous vouliez acheter. Si vous vouliez faire une colocation avec un grand appartement, mais que votre capacité d'emprunt vous permet que d'acheter un studio, pour faire la colocation, ça va être compliqué. Donc, il va falloir investir en fonction de vos moyens et pas chercher des moyens pour investir, puisque là, sinon, avec les apports, etc., c'est de plus en plus compliqué également. Donc, vous cherchez un système qui va faciliter votre croissance et pas l'inverse. Ce qu'on appelle la croissance, c'est aussi faciliter l'emprunt, puisque avant, on arrivait avec certains modes de calcul à réinvestir assez facilement, voire même plus on investissait, plus on avait de revenus locatifs, plus c'était facile. Maintenant, c'est l'inverse. Plus on a de revenus locatifs, plus on s'endette, plus c'est compliqué. Donc, il va falloir trouver un système qui facilite votre croissance et qui facilite le rachat des biens immobiliers. Vous allez rechercher également une solution sans risque et sans contrainte. On a vu qu'aujourd'hui, il peut y avoir des restrictions qui nous tombent dessus du jour au lendemain. Donc, vous allez chercher des solutions qui ont le moins de risques possible, sans contrainte, pour dormir sur vos deux oreilles. Donc, pas de problème de gestion, pas de problème de locataire, pas de problème de loyer impayé, pas de locataire qui vous appelle le samedi après-midi pour dire qu'il y a un évier bouché, qu'il y a la plaque chauffante qui fonctionne plus ou qu'il y a le cumulus qui fuit. Vous voulez être de plus en plus tranquille avec vos investissements et vous allez chercher une méthode qui soit fiscalement prévisible pour anticiper un petit peu justement cette optimisation et anticiper au maximum cette fiscalité. Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que c'est globalement les éléments que vous allez rechercher? Dites-moi si j'ai oublié quelque chose parmi les éléments que vous recherchez quand vous cherchez des biens, quand vous cherchez des stratégies d'investissement. Donc, Hervé, premier à répondre, qui me dit oui, c'est ça. Hervé, il avait la main sur le clavier. Donc, OK. Valérie, OK pour la fiscalité. Florence, parfait. Je ne sais pas qui est-ce qui est sur un Samsung, mais il y a quelqu'un qui me dit oui, ce qui est sur un Samsung. Pierre qui me dit OK. Laura qui est OK aussi. Pour Isabelle aussi. J'ai Loulou également qui nous regarde. OK. Pareil pour Romain. OK, c'est d'accord pour TFMF. OK. OK, bon, génial. Il y a Olivier qui m'a mis un message. C'est tellement complexe que je regarde les SCPI. Éventuellement, on en regardera les SCPI parce que les SCPI, c'est pareil. Il y a des frais sur les SCPI, ce qui fait qu'il faut les garder longtemps avant de commencer à ce que ça rapporte vraiment. Donc, on en reparlera peut-être à la fin des SCPI. OK, donc Franck, OK, c'est ça pour toi, Angélique, super, j'ai James, Ninon, Franck également, tout ça qui m'ont répondu. OK, génial. Donc, on continue. Donc, par rapport à tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'achat-revente va permettre de répondre à tout ce que vous recherchez. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est pour découvrir comment l'achat-revente va pouvoir vous aider dans tout ça. Et pour ça, on va faire un jeu, on va faire le jeu des 8 différences. Alors, c'est pas tout à fait un jeu, on va pas faire ça sous forme de jeu, je vais pas vous demander de les deviner, ces 8 différences. Les différences qu'il y a entre donc les flips, l'achat-revente. Je vous rappelle que le flip, c'est l'achat-revente, c'est le terme utilisé par nos amis québécois pour l'achat-revente. Donc, les différences entre les flips et le locatif. Donc, premier avantage quand on fait de l'achat-revente, c'est que vous allez pouvoir vous placer sur des marchés où il y a moins de monde.
globalement, quand on fait du locatif, qu'est-ce qui se passe? Vous faites du locatif, vous allez chercher des petits appartements pour faire de la location étudiante ou de la location courte durée. Globalement, sur ces deux types d'exploitation, ça va être le même type de bien. Ou alors, vous allez chercher des grands appartements pour faire de la colocation. C'est généralement ce qu'on va retrouver. Il y a quelques investisseurs qui font un petit peu de locatif dans des maisons, mais c'est vraiment… il y en a très peu, des maisons en location, il n'y en a pas beaucoup et c'est généralement pas ce que va rechercher les investisseurs locatifs. Quand on fait de l'achat-revente, vous allez pouvoir vous mettre sur des marchés où il y a moins de monde. Ce que j'ai mis là en exemple, c'est le marché de la résidence principale et le marché des terrains. Donc, acheter des terrains, par exemple, on y reviendra tout à l'heure avec les différentes stratégies. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'investisseurs proprement dit qui cherchent des terrains. Vous allez plutôt avoir des gens qui cherchent des terrains pour construire des maisons dessus. Mais vous avez des terrains qui sont mal foutus, qui sont trop grands, qui ne sont pas aménagés, qui ne sont pas équipés, où il n'y a pas de chemin d'accès. Donc, les gens qui veulent construire une maison ne vont pas se positionner sur ce genre de terrain. Et vous allez chercher ça pour les aménager et pour pouvoir les revendre. Le marché de la résidence principale, ce qui est spécifique, c'est qu'il va y avoir tout le côté résidence principale maison, bien évidemment, mais également le type de bien qui est recherché en résidence principale, mais qui n'est pas recherché pour du locatif. Typiquement, les appartements T3. Donc, un appartement T3, c'est quoi? C'est un appartement dans lequel il y a 2 chambres. Quand on fait du locatif, on va chercher du studio pour des étudiants, pour des petites surfaces. On va chercher du T2 éventuellement, pareil pour de l'étudiant, de la location meublée ou pour de la location courte durée. Et on va chercher des appartements avec 3, 4, 5 chambres pour faire de la colocation. Mais des appartements avec 2 chambres, c'est beaucoup moins recherché puisque 2 chambres, c'est trop grand et c'est pas assez rentable pour faire de la location meublée ou pour faire de la colocation. Et c'est trop petit aussi pour faire de la colocation puisque 2 chambres, c'est pas suffisamment rentable. Donc là, on se trouve sur une niche où il y a beaucoup moins, alors je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a beaucoup moins d'investisseurs qui vont rechercher des appartements T3 que l'autre type. Donc, si vous recherchez ce type d'appartement avec 2 chambres, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence. Et comme vous allez revendre ça en faisant un flip à des personnes qui vont acheter ça en résidence principale, comme on a vu qu'au niveau du financement, le financement était privilégié pour les gens qui vont acheter des résidences principales, eh bien, vos acquéreurs auront plus facilement leur financement. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Donc, vous placez sur des marchés où il y a moins de monde, comme de la résidence principale, des terrains, des parkings aussi. Enfin, voilà, il y a d'autres types de… On y reviendra tout à l'heure avec les différentes stratégies. Deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi commencer avec un petit budget. Peut-être que vous n'avez pas les moyens d'acheter un T3, mais vous pouvez très bien commencer avec de l'achat-revente, soit avec du petit, alors là, vous aurez aussi le problème de concurrence en faisant du studio ou du T2, ou du parking ou du terrain. Le terrain aussi, ça ne coûte pas très cher. Donc, vous allez pouvoir changer le type de bien et chercher des biens en fonction de votre capacité d'emprunt. Donc, vous allez pouvoir commencer petit, faire des petites plus-values et au fur et à mesure, eh bien, vous allez pouvoir acheter de plus en plus gros puisque vous aurez de plus en plus d'apports. Troisième avantage, c'est que vous allez avoir un taux d'endettement initial qui est retrouvé à chaque opération. Quand on fait du locatif, ce qui se passe concrètement, c'est que vous faites votre prêt immobilier, vous allez avoir des revenus locatifs, mais mathématiquement, quand on fait le calcul d'endettement, même si on ajoute vos revenus locatifs à vos revenus du travail, eh bien, vous avez quand même un taux d'endettement qui va augmenter. Et au bout d'un moment, ça va coincer. Quand on fait de l'achat-revente, eh bien, comme vous revendez le bien, quand vous revendez le bien, vous remboursez votre prêt, donc vous n'êtes plus endetté, vous retrouvez votre taux d'endettement initial. Et le gros avantage, c'est que vous allez avoir votre apport qui va être reconstitué et augmenté à chaque opération, puisque vous avez un taux d'endettement initial qui est retrouvé, puisque vous avez remboursé votre crédit, mais en plus, vous avez fait une plus-value. Donc, vous avez récupéré votre apport, l'apport que vous avez mis pour acheter le premier bien, et en plus, il va être augmenté de votre plus-value. Donc, si vous aviez mis 10 000 € d'apport, par exemple, pour faire votre opération, vous allez récupérer vos 10 000 € d'apport, plus vous avez fait, par exemple, vos 30 000 € de plus-value. Et donc maintenant, sur votre compte bancaire, vous avez 40 000 € que vous allez pouvoir mettre en apport. Alors, peut-être pas les 40 000 €, mais vous avez beaucoup plus d'argent que vous allez pouvoir mettre en apport pour l'opération suivante. Ce qui veut dire que vous avez un taux d'endettement qui est bas puisqu'il a été retrouvé. Vous avez plus d'apport puisque vous avez déjà fait une première plus-value. Et donc,
pour refinancer un deuxième appartement qui, lui, pourrait être par exemple du locatif, eh ben, vous allez avoir un financement qui va être facilité puisque vous aurez vos taux d'endettement initial plus une capacité d'emprunt supérieure puisque vous aurez plus d'apports. Ensuite, autre avantage, le sixième avantage, c'est que vous n'avez pas de problème de gestion. Vous n'avez pas de problème de locataire, de robinet qui fuit, de loyer impayé, etc. Pas de problème avec les régies ou les copros qui augmentent les charges, qui font pas les réunions, etc. Vous n'avez pas de problème de gestionnaire parce que dans certains cas, certains types d'exploitation, typiquement la location courte durée, on dit bah voilà, on va passer par un gestionnaire pour déléguer, mais derrière il faut gérer le gestionnaire. Donc là aussi des fois, on se fait planter par un gestionnaire, etc. Donc des fois il y a des cas qui sont un petit peu compliqués. Moi ça m'est arrivé. J'avais délégué à une société pendant un petit moment quand j'ai fait de la location courte durée. Puis un jour, la société me dit bon ben voilà, à la fin du mois on arrête parce que pour nous c'est trop compliqué au niveau de la gestion, de l'organisation, voilà. Faire travailler des gens les week-ends, les jours fériés, tout ça, c'est compliqué, on n'y arrive plus, donc on préfère arrêter plutôt que d'avoir un mauvais service. Donc voilà, ils m'ont planté quasiment à quelques semaines. Donc il a fallu qu'en quelques semaines, je retrouve quelqu'un. Ça a été assez compliqué, quoi. Et voilà, donc pas de problème comme ça avec l'achat-revente. Et on a une fiscalité qui est connue dès le début de l'opération, puisque même s'il y a une fiscalité de la plus-value, quand on fait de l'achat-revente, de toute façon, dès qu'on gagne de l'argent, quand on fait du locatif, il y a de la fiscalité aussi à un moment donné. En achat-revente, il y a des possibilités d'optimiser la fiscalité, voire même des fois de ne pas être fiscalisé du tout, mais ça rentre dans certains éléments stratégiques à mettre en place. Mais dès que vous commencez une opération, vous savez que vous achetez un bien que vous allez revendre dans 3 mois, 6 mois, 8 mois, vous savez déjà comment vous allez être fiscalisé à ce moment-là et donc vous pouvez anticiper. Il y a des montants à pas dépasser, il y a des montants de plus-value à pas dépasser. Dans certains cas, pour des petits projets comme des parkings, par exemple, il y a des montants de revente qu'il faut pas dépasser pour éviter certaines plus-values. Donc voilà, il y a des choses qui sont connues à l'avance. Et j'irai sur un objectif à 6 mois, 8 mois, 1 an, on va arriver à l'anticiper. Alors que quand on fait du locatif, arriver à anticiper sur du 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est assez compliqué puisque d'une année à l'autre, on a tout qui peut changer. Donc, gros avantage aussi au niveau de la fiscalité. Et globalement, le gros avantage de l'achat-revente, eh bien, c'est que on a vu que vous allez vous faire en une opération l'équivalent de 10 ans loyer, puisque quand on fait du 20 000 euros, 30 000, 40 000 euros de plus-value, on a quasiment 10 ans de loyer qui rentrent d'un seul coup. C'est les opérations que je vous ai présentées. Donc, imaginez si vous faites 5 opérations, vous allez pouvoir récupérer l'équivalent de 50 ans de loyer. Alors, les 5 opérations, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite dans l'année, mais si vous faites, mettons, une opération tous les ans ou une opération tous les 2 ans, plutôt que d'avoir des revenus locatifs récurrents avec tous les problèmes locatifs, de dégradation, d'entretien, de réparation, de rénovation aussi en cours de route qui coûtent de l'argent. Des fois, vous allez louer un appartement pendant 2-3 ans et puis boum, vous avez un locataire qui part, vous êtes obligé de remettre un petit coup de peinture ou de faire un petit coup de rénovation. En gros, le coût de votre rénovation, c'est tous les loyers que vous avez encaissés pendant le temps où il a été loué. Donc, vous vous retrouvez à repartir à faire du locatif, mais tout ce que vous avez gagné, vous l'avez mis pour rénover votre logement. Donc, des fois, vous ne gagnez pas grand-chose dans le temps. L'avantage de l'achat-revente, c'est que vous revendez, vous refaites un appartement à neuf, vous le revendez, il est neuf et il reste comme ça. Donc, voilà globalement les 8 avantages qu'on va retrouver avec de l'achat-revente. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce que j'ai fait le tour? Dites-moi dans les commentaires. Je vais faire un petit tour sur les commentaires. J'ai vu que ça a beaucoup parlé pendant que je vous démontrais tout ça. Je vais répondre à quelques questions, puis après, je vais vous présenter vraiment concrètement les opérations que j'ai réalisées pour vous montrer un petit peu comment ça a été réalisé, quelle stratégie j'ai mis en place, comment je les ai faites, comment je les ai trouvées et comment j'ai revendu derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme question derrière? Donc, Carly qui me dit, voilà, on a bien fait de venir. Alors, oui, tout à fait, vous avez bien fait de venir puisqu'il y a toujours des choses à apprendre. Des fois, il suffit juste de un petit tips dans une réunion. Chose importante, tiens, j'en profite pour vous dire ça.
parce que voilà, c'est la remarque derrière qui me fait penser à ça. Des fois, vous allez regarder des conférences comme celle-ci, comme celle d'hier, comme celle de demain. Alors, il y a des choses que vous avez certainement déjà entendues, il y a des choses que vous savez, il y a des choses qui vont paraître logiques à certains, moins logiques à d'autres, mais parfois sur une conférence comme celle de ce soir, vous allez avoir une info, une petite remarque, une citation, peut-être la réponse à une question de quelqu'un, etc. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous avez optimisé votre présence, que vous avez bien fait de venir, puisque c'est pas forcément 100% de la réunion qui va vous apprendre quelque chose, c'est pas 100% d'une formation qui vous apprend quelque chose, mais c'est des fois les 2-3 petits éléments que vous allez piocher à droite, à gauche, et c'est ça qui va donner toute la valeur. Et au fur et à mesure du temps, et ben c'est là-dessus que vous commencez à avoir des compétences. Vous pouvez pas toujours apprendre 100% lorsque vous participez à un événement, à une formation, à un webinaire, etc. Mais des fois, c'est juste un petit élément qui va ressortir, qui va vous permettre de sortir un bénéfice de votre présence, quoi. Bon, voilà, ça, c'était le petit élément que je voulais vous préciser. Florence qui me demandait, voilà, la stratégie des terrains à viabiliser. Du coup, ouais, ça, c'est très bien aussi en stratégie d'achat-revente. Je vous expliquerai tout à l'heure dans les stratégies, les différentes stratégies de terrain, faites-moi penser, stratégie de terrain d'une personne qui m'avait fait des travaux, qui avait une stratégie que j'ai trouvée vraiment excellente sur les terrains qui ne coûte absolument rien. À part l'achat du terrain, ça coûte absolument rien, ça permet de faire des belles plus-values. Donc, les investisseurs pour les colocs recherchent des T3. Alors, pas tellement, parce que généralement, c'est qui? C'est Johanna, je crois, qui me dit ça. Voilà, les investisseurs cherchent pas tellement des T3 parce que 2 chambres, quand on fait de la colocation, c'est un petit peu juste entre le prix d'achat du bien et le prix des colocations derrière à 2 chambres. Alors, ça peut se faire, mais c'est pas généralement ce qui est super rentable quand on a que 2 chambres. Ça fait des petites colocs et généralement, quand on veut optimiser les colocs, c'est à partir de la 3e chambre qu'on commence vraiment à avoir des belles rentabilités dans le temps, quoi. Donc oui, Gérard qui me dit à ce moment-là, quand on rembourse, c'est du remboursement anticipé. Oui, tout à fait. Alors, le remboursement anticipé a un coût? Non. Le remboursement anticipé des prêts quand vous revendez n'a pas de coût, étant donné que quand vous faites un prêt, c'est la banque qui vous met généralement dans les conditions bancaires que, en cas de revente du bien, vous devez le rembourser. Donc, étant donné que c'est une demande de la banque, si vous faites un remboursement anticipé parce que vous, à un moment, vous gardez le bien, mais que vous avez touché de l'argent, par exemple d'un héritage ou autre, ou gagné au loto, et que vous dites je garde le bien et je le rembourse, à ce moment-là, il peut y avoir des coûts de remboursement anticipés, en effet. Par contre, si c'est un remboursement parce que vous revendez le bien, à ce moment-là, il n'y a pas de coût de remboursement anticipé puisque ce remboursement anticipé, en réalité, c'est une demande de la banque. Donc, la banque ne peut pas vous demander quelque chose et en même temps vous demander de payer pour quelque chose qu'elle vous demande. Donc, en cas de revente du bien, et c'est marqué généralement dans les conditions générales des financements, en cas de remboursement anticipé, en cas de revente, il n'y a pas de frais de remboursement anticipé. Et voire même ça fait partie aussi, quand on fait de l'achat-revente, des éléments qu'il faut négocier. Ça, je vous en reparlerai dans une prochaine session. Je sais plus, c'est demain ou après-demain, on parlera financement et je vous parlerai justement des éléments à négocier et comment les négocier, comment argumenter pour avoir ces éléments de négociation. Parce que c'est pas le tout de les demander, il faut argumenter pour les obtenir. Voilà. Véronique qui me pose la question, et les frais de notaire? Voilà, quelle est la question? À propos de quoi les frais de notaire? Oui, quand on achète, il y a des frais de notaire. Alors, quel est le temps moyen entre l'achat-revente et la revente? Me demande Séverine. Le temps moyen entre l'achat et la revente, ça va dépendre du type de bien et de ce que vous faites dedans. Il y a des fois, si vous pouvez dire, tiens, moi, j'opte sur la solution de dire, j'achète un bien, je le rénove, je le mets en location pendant un petit moment et puis je le revends derrière. Donc ça peut prendre plusieurs années. Il peut y avoir le choix de dire j'achète et je revends tout de suite. Ça peut prendre que quelques mois. Il y a aussi l'option de dire un appartement que je suis en train de faire actuellement où j'ai dit je fais l'appartement, je le mets en location,
je fais de la location courte durée dedans et en même temps que je lance en exploitation courte durée, je le mets en vente. Ce qui fait que là, ça me permet de vendre une rentabilité, de vendre une activité de location courte durée, mais en même temps d'optimiser au niveau du temps puisque je fais les deux en parallèle. Donc vraiment, le temps, ça peut aller de, je dirais, quelques mois, on va dire, en tant que particulier, de quelques mois à plusieurs années en fonction de la stratégie qui va être utilisée. Donc, ce qui dit, je ne comprends pas comment on peut récupérer l'apport versé pour l'achat, on gagne seulement la plus-value. Non, ce que je veux dire par là, c'est par rapport à ce que je disais hier. Hier, j'ai dit que, en fait, quand on achète un bien pour faire du locatif, vous allez mettre, par exemple, 10 000 euros d'apport. Et quand vous mettez vos 10 000 euros d'apport, il va falloir louer le bien pendant plusieurs années de manière à dégager suffisamment de cash flow pour vous rembourser vos 10 000 euros et reconstituer les 10 000 euros que vous avez mis. Alors que quand on fait de l'achat-revente, c'est 10 000 euros que tu avais, par exemple, en épargne. Tu avais un compte épargne sur lequel tu avais 10 000 euros et les 10 000 euros, tu les as mis en apport pour acheter ton bien. Tu le revends. Et bien, dès que tu le revends, tes 10 000 euros d'apport, eh bien, tu les récupères, tu les remets sur ton épargne et en plus, tu as fait une plus-value, mettons, de 30 000 euros. Et ça, c'est la plus-value. Donc, tu récupères ton apport et en plus, tu récupères l'argent de ta plus-value. Ta plus-value, c'est pas ton apport que tu récupères. La plus-value, c'est l'argent supplémentaire entre le prix que ça t'a coûté et le prix auquel tu vas revendre. Donc, c'est là que tu vas faire du bénéfice. J'espère que j'étais clair avec ça. Parking max revente 15 000 euros, me dit Hervé. Oui, alors de mémoire, j'ai plus le chiffre exact. Il me semble que c'est 15 000 euros. En fait, quand il n'y a pas de plus-value à partir d'une certaine limite, il me semble que c'est 15 000 euros pour les parkings. Tom qui me dit, y a-t-il moyen d'éviter la flat tax pour un particulier qui fait de l'achat-revente? Oui, il y a plusieurs stratégies pour éviter donc l'imposition sur la plus-value. Plusieurs stratégies pour ça. J'y reviendrai un petit peu plus tard, je vous en donnerai deux, trois. Voilà, mais chaque stratégie a ses conditions. Donc, collègue Kimiola, on sait que rien n'est simple, mais là, c'est tellement bien présenté que c'est plus facile de se préparer mentalement. En fait, non, c'est pas compliqué. Il suffit simplement ce qui est compliqué souvent, c'est quand on ne sait pas où on va et quand on ne sait pas comment faire. Alors que, eh bien, quand tu as déjà ton plan, quand tu sais déjà ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Il y a des stratégies pour ça. Pour se préparer mentalement et justement pour décomposer et pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà, il y a des stratégies mentales également pour ça. Ok, Jean-Paul, voilà, qui me dit c'est super. Ok, c'est parfait. Je regarde rapidement s'il y a des questions, puis on va enchaîner sur la suite. Je reviendrai après sur ces questions. Georges qui demande quel est le régime fiscal à choisir pour démarrer dans ce business. Quand tu le fais en tant que particulier, il n'y a pas de régime fiscal particulier puisque c'est le régime fiscal des particuliers, mais toute la partie fiscalité, et j'y reviendrai très précisément, on parlera de la fiscalité de la plus-value. Voilà, imposition sur la plus-value, impôt sur le revenu, tout ça, on en reparlera. Je crois que c'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Mais j'ai vraiment une partie spécifique sur la partie imposition et fiscalité. Alors, Isabelle qui demande est-ce qu'on peut faire appel à des professionnels ou peut-on faire soi-même les travaux en termes de défiscalisation? Alors, pour tout ce qui est défiscalisation, les travaux, il faut qu'ils soient faits par des entreprises. Et chose importante, il faut que ce soit matériaux et main-d'œuvre. Il y a quelques années, on pouvait fournir les matériaux et avoir une société qui fasse les travaux. On pouvait défiscaliser le montant des matériaux et le montant de la prestation de main-d'œuvre, même si c'est vous qui achetiez les matériaux. Seulement maintenant, les règles ont changé. Pour que ça puisse être défiscalisé, il faut que les matériaux soient également fournis par les entreprises. Donc, si vous faites des travaux vous-même, il n'y a pas de défiscalisation possible sur cette partie-là. Après, il y a d'autres stratégies avec du mobilier, etc. aussi pour défiscaliser ça, mais
Mais globalement, il faut que ce soit fait par des entreprises pour défiscaliser. Alors, Sonia, je pense que vous voyez ça, la question. Donc, Sonia, je vais expliquer un petit peu encore globalement le principe de Sonia qui me dit, voilà, qui ne comprend pas comment on peut récupérer son apport. Mais oui, l'apport, tu le récupères dans l'exemple qui est donné. Mettons, vous revendez, vous achetez un bien 100 000 euros sur lequel vous avez mis 10 000 euros d'apport. Vous achetez le bien 100 000 euros, vous mettez 10 000 euros d'apport, ce qui fait que vous avez emprunté 90 000 euros. Vous revendez le bien 150 000 euros. Vous avez 150 000 euros, vous remboursez vos 90 000 euros de prêt. Donc, vous avez fait 50 000 euros de plus-value, mais vous n'avez que 90 000 euros de prêt. Donc, dessus, vous allez récupérer vos 10 000 euros d'apport et vous faites vos 50 000 euros de plus-value. Voilà, donc il faut dissocier la partie apport et plus-value. L'apport, c'est ce que vous mettez par rapport au financement. Sur le financement, et il y a le prix de revient de votre bien. Le prix de revient, c'est 100 000 euros. Et même si votre financement, c'est que 90 000 euros, eh bien, votre prix de revient, c'est 100 000 euros. Et quand vous revendez 150 000 euros, eh bien, votre plus-value, c'est 50 000 euros. Voilà. Et les 10 000 euros d'apport, c'est du plus, c'est votre apport que vous récupérez. Voilà. Ils ne sont pas ajoutés à la plus-value. Je referai des petits calculs. On fera une session à la fin quand on reparlera aussi fiscalité. De toute manière, aussi, j'ai un petit barème aussi où je vous explique la partie justement de calcul de la plus-value. Ok, les amis. Bon, il y a encore beaucoup de questions. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. On va anticiper, on va continuer et puis je reviendrai sur toutes vos questions à la fin pour vraiment avancer sur une bonne session de questions-réponses, que je vois qu'il y a énormément de questions. Il y a beaucoup de sujets là-dessus, sur de la SCI, sur du Pinel, voilà, le mot de SCI écrit un petit peu de partout, de société, etc. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on va continuer. Je vais vous présenter donc 5 opérations passées à la loupe. Peut-être que ça répondra aussi à certaines de vos questions. Donc ça, c'est juste pour vous présenter plusieurs types d'opérations et globalement quelques stratégies qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est le premier appartement que j'avais acheté. Donc 62 000 euros d'achat. Donc l'achat, je rappelle, c'est achat tout compris, frais de notaire, travaux, acquisition, etc. C'est le prix de revient de l'appartement. Le prix de revente, c'est le prix de revente de l'appartement, 95 000 euros, et la plus-value que j'ai fait par rapport à ça. Donc, cet appartement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai acheté l'appartement qui était complètement délabré. J'ai entièrement rénové cet appartement. Donc, voilà, on l'a refait comme ça, tout beau, tout neuf. Dans un premier temps, je l'ai fait de la location nue dans cet appartement. Je débutais tout juste dans l'immobilier. Donc, j'ai fait de la location nue dans cet appartement, des locataires qui sont restés un peu moins d'1 an. C'est un jeune couple qui avait loué cet appartement, c'était un T2, donc il y avait qu'une seule chambre. Et au bout d'une petite année, 9-10 mois à peu près, je sais plus exactement, la fille est tombée enceinte et ils étaient très bien dans cet appartement, il leur plaisait beaucoup. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'elle est tombée enceinte, et donc comme il n'y avait qu'une seule chambre, avec un bébé qui allait arriver, il leur fallait un appartement un petit peu plus grand avec une deuxième chambre. Donc du coup, ils ont déménagé et ils sont partis dans un appartement qui avait une deuxième chambre. Donc du coup, comme à ce moment-là, je commençais à être fiscalisé, je débutais dans l'immobilier, voilà, je n'ai pas trop anticipé, location nue, défiscalisation, tout ça. Je commençais à payer des impôts dessus, sur les revenus locatifs. Donc, du coup, j'ai mis des meubles dedans et j'ai commencé à amortir. J'ai fait de la location meublée. Très vite, j'ai eu des demandes en location meublée pour faire de la courte durée et je me suis lancé comme ça, un peu malgré moi, dans la location courte durée, puisque cet appartement est dans une ville où il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas vraiment de côté attirant pour faire de la location courte durée. Il y a rien de touristique. Il n'y a pas d'école particulière. Enfin, il n'y a rien de spécial qui est d'attirant pour faire de la location courte durée. Donc, je me suis dit, je vois pas pourquoi ça marcherait. Et puis, en réalité, j'ai eu des demandes d'entreprises, de gens qui venaient pour le travail. Donc, j'ai commencé à faire de la location courte durée. Et puis, en fait, j'étais plein tout le temps. Et ça a cartonné en location courte durée. Voilà. Et donc, c'était le premier appartement dans la ville en location courte durée. Après, il y en a eu plein d'autres. Mais donc, j'ai eu le premier appartement sur Airbnb
dans la ville de Bourgoin-Jallieu il y a quelques années maintenant. Et il est toujours en location courte durée, hein, cet appartement. Si vous allez sur Airbnb à Bourgoin-Jallieu, vous verrez toujours ces photos-là. Je crois que c'est même toujours les photos d'origine qui sont dessus. Je crois qu'il a été revendu entre-temps. Ceux qui me l'avaient acheté l'ont revendu et ceux qui auraient acheté continuent à faire de la location courte durée dedans. Et particularité de cet appartement, j'ai pas revendu des mètres carrés, j'ai revendu la rentabilité. Sur mon annonce, c'était marqué appartement T2, rentabilité 12%. C'était du net, je précise tout de suite, il y en a toujours qui posent la question, est-ce c'est du brut ou du net? C'était vraiment 10% net avec un montant de cash flow qui était indiqué. Et j'ai revendu la rentabilité et là, il est parti en une semaine puisque il se revendait, il était entièrement refait à neuf, meublé, équipé, etc. Il était super bien, cet appartement, très bien placé, proche du centre-ville. Et en fait, il y avait une belle rentabilité dessus. Donc, il s'est très bien vendu, un peu plus cher que le prix du marché, mais vu la rentabilité, personne n'a regretté son investissement et ceux qui me l'ont acheté l'ont gardé pendant pas mal d'années. Voilà ce qui était pour cet appartement. Donc, revendre une rentabilité, plus-value 33 000 euros. Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai acheté, c'était un petit peu en parallèle, deux appartements. Donc là, c'est sur la photo, on voit, c'est un petit immeuble. Il y a deux appartements qui sont l'un sur l'autre. Donc rez-de-chaussée, premier étage. Il a fallu quasiment recréer ces appartements puisque c'était à la base, c'était une grange. L'ancien propriétaire avait voulu commencer à faire des travaux, mais en fait, c'était ni fait ni à faire. Donc, il a fallu changer la baie vitrée qui était au rez-de-chaussée. On l'a changé puisque c'était un ensemble avec une fenêtre en bois, un truc un peu pourri. Il y avait juste la baie vitrée qu'on aperçoit à l'étage sur le balcon qui était bien, qui était existante, qu'on a conservé. Il y avait même pas les cloisons pour cloisonner les appartements. Enfin, il y avait rien du tout. Là, il y a une petite terrasse à l'arrière, tout ça qui est super sympa. Un balcon ici au premier étage. Il y a un parking devant, place de parking privatif devant. Donc j'ai vraiment donc ces entreprises à chaque fois qui me font des travaux. Donc achat, rénovation complète. Là, j'ai mis directement location courte durée puisque j'étais en plein centre-ville avec place de parking. Ça a cartonné tout de suite avec les places de parking. Et donc j'ai été plein tout le temps. Je l'ai gardé pendant 2-3 ans. J'ai eu de la chance au niveau de la gestion pour la location courte durée, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a géré le bien, qui habitait la maison juste à côté. On aperçoit sur la photo de l'immeuble, là où il y a les feuilles juste à gauche, là, une fenêtre, et là, il y avait une maison. Et c'est la personne qui habitait dans cette maison-là, qui avait travaillé dans l'hôtellerie. Quand je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui pouvait s'occuper de mes appartements, elle m'a dit, moi, si tu veux, je m'en occupe. Et donc, elle s'est occupée de mes appartements. Et pour la petite histoire, maintenant, elle a créé sa conciergerie et elle s'occupe de tous les appartements en location courte durée de la ville. Donc voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais donc, j'ai revendu là aussi la rentabilité. Donc, c'est une amie qui m'a acheté des appartements, qui ont été mis sur Airbnb. Alors, particularité, sur ces appartements, comment faire pour revendre ces appartements plus chers quand il y a de la concurrence? C'est que là, sur Airbnb, il commençait à y avoir de la concurrence dans la ville. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Déjà qu'ils soient bien loués pour pouvoir les louer plus cher et pouvoir les revendre plus facilement. Puisqu'il commençait à y avoir des appartements en location courte durée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux avoir que les autres n'ont pas? Les autres n'avaient pas de classement en meublé de tourisme. Donc, classement meublé de tourisme, c'est facile. Vous appelez un organisme qui est habilité pour les classer. Hein. Vous avez des sites comme Gîtes de France ou d'autres sociétés. Moi, pas loin, il y avait Gîtes de France qui sont pas très loin, donc ils sont venus. Donc, j'ai fait classer l'appartement en meublé de tourisme 3 étoiles. Donc, j'étais le seul appartement de la ville sur Airbnb à avoir le classement meublé de tourisme 3 étoiles, puisque il y avait que les hôtels qui avaient des classements en meublé de tourisme, puis il y avait qu'un hôtel dans la ville, donc il y avait un classement entre 2 ou 3 étoiles, je sais plus l'hôtel, et moi j'étais aussi meublé de tourisme 3 étoiles, donc ça le faisait. Et à côté, je me suis dit en plus, puisque je savais faire, ça sera toujours un plus. J'ai créé le site internet, ce qui fait que j'ai donné un nom aux appartements. Chaque appartement avait son nom, on pouvait les retrouver sur internet, et donc il y avait possibilité aussi de prendre des réservations directement sur le site internet. Donc ça a très bien marché. Et donc j'ai revendu à la fois l'appartement, le business de location courte durée, avec en plus le classement meublé tourisme et le site internet. Donc ça faisait un package complet
qui fait qu'il s'est très bien revendu à un bon prix et la rentabilité derrière pour la location courte durée, elle était assurée. Donc là aussi, belle opération pour moi et puis belle opération pour la personne qui l'a acheté et elle l'a toujours. On se côtoie toujours, on est toujours amis et l'exploitation continue de très bien fonctionner sur cet appartement. Donc voilà une stratégie aussi, faire simplement un classement, un site internet aussi, et ça optimise aussi et ça fait un petit plus pour aider à la revente. Autre opération ici avec une autre stratégie que j'ai utilisée. Donc là, c'est un petit immeuble de 3 appartements. Alors, juste petit aparté, je vois qu'il y a des questions qui fusent. Je repasserai, je fais les présentations, je reviendrai après sur vos questions. Ici, j'ai fait un petit immeuble de 3 appartements. Alors, c'était 3 petits T2 de 25 mètres carrés. Et oui, j'ai réussi à faire des T2 dans 25 mètres carrés. Ils étaient assez bien foutus. Il y avait possibilité d'avoir une fenêtre pour une salle de bain, une fenêtre pour la pièce de vie. Donc, j'ai fait des T2 et une fenêtre pour la chambre. Donc, j'avais une pièce de vie. Derrière, j'avais une chambre. Et derrière, dans la chambre, j'avais une petite salle de bain, enfin, salle d'eau, puisqu'il y avait une douche dedans. Donc, vasque et douche. C'était assez spacieux. C'était bien. Très bien équipé, ces appartements. Donc, 3 appartements. Et donc là, j'ai tout refait au niveau de la déco. J'ai même refait la façade de l'immeuble, un enduit sur la façade. Donc, achat, rénovation. Derrière, en parallèle, j'ai mis en location et j'ai mis en vente. Et ce que j'ai fait, comme il y avait 3 appartements pour pouvoir justifier des revenus locatifs, j'ai mis un appartement en location courte durée, un appartement en meublé classique à l'année avec un bail d'1 an et un appartement en location moyenne durée, ce qu'on appelle le bail mobilité, avec un bail de 6 mois. Ce qui fait que ça me permettait de justifier, donc je l'ai revendu avec la rentabilité de la location courte durée, puisque je l'ai optimisé, mais ça me permettait de dire, voilà, il y a 12% de rentabilité en location courte durée, il y a, alors je ne sais plus, 10% en location moyenne durée, et il y a du 6 ou 8% en location meublée à l'année classique, quoi. Et étant donné qu'il y avait les loyers, eh bien, ça permettait de prouver les montants que j'avançais, sachant que derrière, il n'y avait pas de contrainte au niveau de la personne qui achetait, puisque le bail mobilité, la personne était partie après au bout de 6 mois, donc la personne qui l'a acheté a pu le remettre en location courte durée tout de suite derrière. Et la personne qui avait son bail d'1 an, le temps que moi je mette en location, qu'on fasse la vente et que la personne qui achète récupère l'immeuble, et la personne qui était dans l'appartement n'avait plus que quelques mois de location et la personne qui était dedans sur 1 an, en gros, elle est restée 1 an et demi dans l'appartement et quand elle est partie, mon acheteur a passé l'appartement en location courte durée. Donc, on s'est retrouvé là, la personne qui l'a acheté, son objectif, c'était de faire de la location courte durée dans les 3 appartements, pas de problème de copropriété, elle avait l'immeuble entier, donc elle fait ce qu'elle veut dans son immeuble. Et donc, dedans, elle s'est retrouvée avec 3 appartements en location courte durée, pareil, avec une rentabilité en moyenne de 12%. Et donc, le fait qu'il soit entièrement meublé, équipé, la personne, elle habitait à 200 km de là, donc elle n'avait rien à gérer. Il y avait la conciergerie à côté qui s'occupait des appartements. Et là, elle était tranquille. Donc, revente assez facile. Il s'est vendu très facilement, très rapidement, avec une belle plus-value et une très belle rentabilité pour la personne qui l'a acheté. Donc, gagnant-gagnant, tout le monde est content, quoi. Autre type d'investissement. Alors, juste pour la petite histoire, l'immeuble précédent est dans l'alignement de celui-ci. Celui-ci, on voit qu'il est en bout comme ça. Et dans le prolongement de la longueur, il y avait l'immeuble d'avant. Voilà. Et en fait, je l'ai racheté au voisin, quoi. Donc, cet immeuble, on voit qu'il n'était pas fini. Donc, j'ai refait un bel immeuble. Donc, lui, à la base, quand je l'ai acheté, il y avait que 2 appartements dedans. Il y avait un appartement T2 de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc, lui, je l'ai laissé comme ça. Et à l'étage, c'était un grand duplex de à peu près 100 mètres carrés. Il fait à peu près 100 mètres carrés. Et donc, ce grand duplex de 100 mètres carrés, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai découpé en 2. Et dedans, j'ai fait 2 duplex. Bon, on voit ici, il y en a un de 50 mètres carrés et un de 45 mètres carrés. Voilà, on a séparé un peu la surface. Donc, dedans, d'un immeuble de 2 appartements, j'ai découpé et j'ai fait un appartement supplémentaire. Au niveau des autorisations, j'ai pas eu besoin d'autorisation particulière puisque dedans, j'ai pas créé de surface. J'ai juste fait une demande de création de lot et étant donné qu'il y avait une petite cour, j'ai dit que je faisais une place de parking dans la cour et puis c'est passé comme ça.
faire attention à ça quand vous faites de la division de logement. Généralement, au niveau des mairies, quand il y a de la création de logements, ils demandent également de la création de places de parking. Donc, vérifiez bien ça au moment de l'achat. Si vous vous positionnez sur un bien, regardez bien le PLU, hein, c'est le plan local d'urbanisme. Voilà, quand il y a de la création de logements, généralement, en fonction des villes, alors des fois il y a des dérogations si vous êtes en plein centre-ville, dans certaines villes, etc. Mais généralement, quand il y a de la création de logements, ils demandent de créer des places de parking. Donc, des fois, ça peut pas être fait très simplement. Des fois, il faut se casser un petit peu la tête. Donc, ce que j'ai fait donc dans cet immeuble-là, donc achat, rénovation, division. Donc, dedans, j'ai fait un T2 de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée, un duplex de 45 mètres carrés au premier étage et à côté, un deuxième duplex de 50 mètres carrés. J'ai tout fait dedans, tout divisé officiellement, on va dire, et encore pas complètement. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 3 compteurs d'eau, 3 compteurs électriques. Voilà, on a tout divisé, tout refait correctement, tout était bien séparé, de manière à pouvoir revendre chaque appartement individuellement. Par contre, ce que j'avais anticipé, c'est que je n'ai pas créé la copropriété, j'ai pas fait venir le géomètre pour tout découper officiellement, etc. J'ai dit, voilà, s'il y a besoin, je le ferai à la dernière minute, mais j'avais tout anticipé, mais je ne l'avais pas encore fait. J'ai mis en vente appartement par appartement, donc individuellement. Et là, j'ai une personne qui est venue, un investisseur qui est venu, donc je vendais nu, il y avait uniquement les cuisines équipées dedans, cuisine et salle de bain qui étaient équipées. Et là, c'est un investisseur qui est venu voir pour un appartement et il m'a dit, bah, étant donné que j'ai l'intention d'en acheter plusieurs, je vais voir avec ma banque si ma banque me suit pour en acheter plusieurs. Il a été voir sa banque, il est revenu et il m'a dit, c'est bon, ma banque me suit, j'achète l'immeuble entier. Donc, bah, tout était prêt. Je lui ai dit, l'avantage, c'est que le jour où tu veux en revendre un, bah, il y a possibilité. Il pouvait très bien séparer un lot et le revendre puisque tout était prévu pour. Mais bah, j'avais bien fait d'anticiper et de ne pas créer la copro puisque bah, j'ai quelqu'un qui m'a acheté l'immeuble entier d'un seul coup. Donc, ça m'a évité bah, les frais de géomètre, de mise en copropriété, etc. Donc, j'ai économisé à peu près, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros de frais de division officielle. Mais la personne qui a racheté cet immeuble, bah, si demain il veut revendre un des appartements, bah, il a juste à faire venir un géomètre pour faire sa copro et il pourra revendre un appartement séparé. Donc là, achat d'un immeuble entier, revente de l'immeuble entier, mais j'avais quand même prévu une découpe. Donc ça, c'est une des stratégies aussi euh, au niveau des flips, c'est de prévoir la découpe, mais de ne pas la faire complètement et de voir ben, comment la vente se passe, quoi. Autre opération, alors celle-ci, c'est, si je puis dire, ma plus belle opération, puisque ça a été la plus simple et la plus rapide et la plus lucrative, on va dire, si on rapporte ça au temps passé. Donc là, j'ai acheté cette maison. Donc ça, c'était vente suite au décès de la propriétaire. Donc c'était une seule propriété. Sur la partie de gauche, la partie basse qu'on voit où il y a les 3 fenêtres, donc c'était en gros toute la partie haute qui était habitée, puisque en bas à gauche, il y avait une entrée, à côté, il y avait un garage, et puis à droite, où on aperçoit une porte ouverte, là, où ça fait une porte qui est en noir. Ça, c'était juste un petit atelier avec un passage qui permettait d'accéder à une grange qui est à l'arrière, qu'on ne voit pas ici sur la photo, mais derrière, il y a une grange de 80 mètres carrés à peu près. Donc, il y a cette maison et à droite, donc il y a une maison un peu plus haute, à étage, avec un petit bout de terrain en plus derrière. Donc, un grand terrain devant également. Tout ça, c'était un seul lot, c'était une seule propriété. La propriétaire habitait, euh, la partie de droite et elle louait la partie de gauche à des gens qui habitaient là et ils se partageaient le terrain, quoi, en gros. Moi, ce que j'ai fait, comme la propriétaire est décédée, les héritiers étaient tous loin et tout ça, puis en plus la personne était sous tutelle, donc derrière, moi, c'est juste les tutelles qui a dit on vend la maison. Donc ça a été revendu, le lot entier. Moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris l'ensemble, j'ai fait venir un géomètre qui a simplement divisé en deux. Donc le géomètre, il est venu, il a fait un tracé en disant la partie de gauche qui est louée, c'est un lot, la partie de droite qui est pas louée, c'est un autre lot et on y rattache la grange qui est derrière. On a divisé le terrain aussi dans la foulée sur le plan. Donc, et le lot à gauche dans lequel il y avait les locataires, eh ben, j'ai proposé aux locataires de l'acheter. Ils ont dit OK, nous on achète notre bout de maison avec le bout de terrain qui est devant.
Et j'ai vendu l'autre maison à côté avec un petit bout de terrain devant, un petit bout de terrain derrière et sa grange à des jeunes, un jeune couple voilà qui voulait une maison en pierre. Dedans, il fallait tout refaire. Bon, c'était pas pourri dedans puisque ça avait été habité, mais c'était dans son jus. Hein. Mamie de 90 ans qui est décédée, ça devait faire 60 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux dedans, donc je vous raconte pas les tapisseries à fleurs, etc. Aucune isolation, du simple vitrage. Bon voilà, donc il fallait vraiment faire une grosse rénovation dedans. Il n'y avait pas d'isolation, rien du tout, mais une maison très bien, des grandes pièces, assez bien foutues. Donc voilà, il y avait quelque chose de très très beau à faire dans cette maison. Et d'ailleurs, il faudra que je repasse voir à l'occasion ce qu'ils ont fait ces jeunes dans cette maison. Et donc là, voilà, donc ça a été revendu en l'état. Particularité de cette revente. Alors ça, c'est quelque chose, cette stratégie qui ne peut pas être faite en tant que particulier, parce que là, il y a vraiment un risque de requalification de marchand de biens. Donc ça, j'ai vraiment fait en société. C'est que j'ai revendu alors que j'étais en train d'acheter. C'est-à-dire que moi, j'ai signé un compromis de vente. Pendant que j'étais sous compromis, j'ai remis en vente. J'ai trouvé mes acquéreurs, j'ai signé des compromis avec les acquéreurs. Et seulement une fois que j'ai eu mes acquéreurs sous compromis, j'ai acheté. Et ce qui fait qu'au moment où j'ai acheté, j'étais déjà sous compromis pour revendre. Et donc, une fois que j'étais propriétaire, là, j'ai fait passer le géomètre qui est venu et qui m'a fait la division. Donc là, normalement, tout ce qui est passage de géomètre, ensuite faire toutes les déclarations au cadastre, etc., ça prend à peu près un mois. Moi, ça traînait un petit peu puisqu'il y avait le mois d'août au milieu. Donc, au mois d'août, le géomètre, il bossait pas. Quand il est revenu au mois d'août, il a traîné un petit peu. Il avait des dossiers en retard. Donc, je me suis pris un mois et demi, 2 mois de retard dans le dossier. Mais ce qui fait qu'entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai revendu, il s'est passé 4 mois. Et entre-temps, j'ai fait 0 travaux. Il y a juste un géomètre qui est passé et qui a fait des plans. Voilà, donc ça, c'est une stratégie qui permet de faire quelque chose de très rapide. On voit qu'au passage, j'ai fait 120 000 € de plus-value avec la revente de ces deux lots. Donc, c'était quelque chose de 120 000 € en 4 mois. C'était quelque chose de très intéressant et de très rentable. Voilà, les amis, le type d'opération qui peut être fait. Alors, j'ai fait d'autres opérations, mais qui étaient dans le même type. Appartement que j'ai divisé, que j'ai mis en location courte durée. Je suis en train de refaire encore actuellement un appartement que j'ai acheté, que j'ai rénové. Je mets en location courte durée, je revends. Voilà, un autre appartement aussi que j'ai rénové, que je revends pour faire de la résidence principale. Mais on reste globalement sur les mêmes types d'opérations. Mais ça, voilà, c'est des types d'opérations voilà, qui sont relativement simples, techniquement pas très compliqués. On voit qu'on est sur des budgets, donc si vous avez remarqué, au fur et à mesure que je vous ai présenté ces opérations, on était sur des budgets de plus en plus élevés. Je suis parti avec un petit appartement, après avec 2 appartements, après avec un petit immeuble de 3 appartements. Voilà, on est monté crescendo au niveau des budgets jusqu'à là avoir un prix d'achat de 260 000 €, alors que le premier m'avait coûté moins de 100 000. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai fait de plus en plus cher au fur et à mesure. Donc voilà les types d'opérations. Je vais regarder rapidement vos questions et puis on enchaînera, puis on passera après sur la partie questions-réponses. Tac, 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 tac. On en était où? Alors je regarde vraiment vite fait parce que je vois qu'il y a énormément de questions. Tac, tac, tac. Ouais, dans le prix d'achat, je mets tout. Florence qui me demande, est-ce que dans les prix d'achat, je mettais tout, les meubles, etc. Oui, c'est vraiment le prix que ça m'a coûté. Je mets tout, même le prix de l'assurance, si j'ai payé des factures d'eau, d'électricité, tout ça. C'est vraiment, en fait, moi, j'ai un fichier pour voir exactement tout ce que je dépense sur un appartement. Et au moment où je revends, je regarde au moment où je revends combien il m'a coûté, quoi. Avec les meubles, tous les petits frais qu'il pourrait y avoir, les factures d'eau, les factures d'électricité, les abonnements, etc. Tous les frais que je peux avoir, je compte absolument tout. Donc, comment et qui contacter pour faire de la revente de rentabilité? Tu contactes personne, tu contactes Le Bon Coin, tu mets ton annonce et c'est simplement de le libeller de l'annonce. C'est qu'au lieu de dire, tiens, je revends ça fait partie, la revente de rentabilité, je vois qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Revente de rentabilité, en fait, vous allez vraiment cibler un investisseur. Le titre de l'annonce sur Le Bon Coin, c'est pas T2, 35 mètres carrés, centre-ville. Quand vous voyez T2 rentabilité 12%, qui est-ce qui va regarder ce type d'annonce? C'est un investisseur.
Et derrière le corps de l'annonce, il y a une petite partie de descriptif de l'appartement, mais surtout un descriptif de la rentabilité, de ce qui peut être fait dedans, de comment il est équipé, les revenus locatifs, etc. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de contenu d'annonce. Et rien que le titre de l'annonce va permettre de filtrer les personnes qui vont la regarder. Mais voilà, c'est simplement dans le contenu de l'annonce et la personne qui va l'acheter dire « Ok, j'achète un appartement qui va me rapporter tant ». Et donc là, on cible vraiment l'investisseur. J'en parlais hier. Ce qui est important quand on fait de l'achat-revente comme quand on fait du locatif, c'est de cibler son client. Quand vous faites du locatif, vous avez ciblé, est-ce que vous cherchez du touriste, de l'étudiant, d'une famille qui va rester plusieurs années, etc. Le titre et le descriptif de votre annonce doit être tourné de manière à cibler votre client. Et le titre de l'annonce, quand on vend une rentabilité, quand vous mettez dans le titre de l'annonce rentabilité 8, 10 ou 12%, eh bien, c'est typiquement que vous recherchez un investisseur. Et c'est les investisseurs qui vont regarder ça, puisque un investisseur qui cherche un appartement, il cherche une rentabilité. Et quand il voit que la rentabilité est annoncée dans le titre de l'annonce, ben, forcément, il va regarder l'annonce. Et ensuite, c'est simplement dans le contenu de l'annonce que vous allez décrire tout ça. Je vous en reparlerai vendredi de tout ça aussi, de la vente de rentabilité. J'ai quelque chose de très précis à ce sujet. Donc, je pense qu'il à combien je loue les nuits, je sais plus, aux alentours de 60 € la nuit, à peu près. Dans le coin où je suis, après ça, la location, ça va dépendre des vites. Hein. Voilà, que ce que ça signifie LCD, c'est l'abréviation de location courte durée. Concernant les abréviations, c'est vrai que des fois, je vais parler de LCD, de LMP, de LMNP, de PLU, de RP pour la résidence principale. Dans le groupe Facebook, j'ai mis dans les posts il y a quelques jours un fichier à télécharger avec toutes les abréviations, enfin la plupart des abréviations qui sont utilisées dans l'immobilier. Regardez dans le groupe Facebook, vous descendez dans les posts, il y a un fichier qui est en téléchargement et dedans, c'est par ordre alphabétique et vous avez toutes les descriptions de toutes les abréviations qui sont utilisées, voilà, LMP, LMNP, PLU, etc., DP, PC, etc. Enfin, pas au niveau des assurances, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment tout qui est décrit dedans. Voilà, c'est un fichier qui peut être très utile, quoi que vous fassiez au niveau de vos investissements. C'est un fichier qui peut vous être très utile. Voilà, pour les matériaux, je galère pas trop. Il y a un petit peu de retard sur certains matériaux, mais ça se gère. Tac, tac, tac. Je regarde vite fait, je regarde vite fait parce que je vois que vous êtes. Il y a beaucoup de commentaires. Tac, tac, tac. Opération non propre ou société. Cette opération-là qu'on voit ici à l'écran, donc la maison, c'était en société. L'immeuble précédent, c'était en société également. Et les autres que je vous ai présentés, c'était en perso. Après, j'en ai fait d'autres en société aussi, mais bon, qui étaient du même type. Donc, voilà, je vais pas vous raconter 36 fois la même chose. Combien de temps faut-il laisser en courte durée pour justifier de revendre un rendement? Là, je suis en train de vendre un appartement simplement avec 1 mois de location. Là, la particularité, c'est que j'ai mis en location pendant 1 mois, j'ai trouvé mon acquéreur. Par contre, j'ai des réservations jusqu'au mois de décembre. Donc, il suffit simplement de voir la récurrence et les réservations qu'il va y avoir. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de laisser. Mais c'est bien quand même de pouvoir avoir 2-3 mois de revenus locatifs pour pouvoir justifier de la rentabilité. Moi, il s'est trouvé là que j'avais de la réservation jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça me permet de justifier de la rentabilité jusqu'à la fin de l'année, quoi. Mais surtout, quand on voit que ça se loue dès les premiers mois, c'est que le business, il est là, quoi, hein, il existe. Hein. Alors, quand je revends la rentabilité, Sonia Kimi, comment j'arrive à revendre une rentabilité alors que je revends plus cher? Je calcule la rentabilité par rapport au prix auquel je vends. Je calcule la rentabilité que va avoir l'acquéreur. C'est-à-dire que moi, quand je revends 12% de rentabilité, ça veut dire que moi, j'en ai 18. Voilà, donc moi, je revends vraiment la rentabilité. Là, moi, où je fais ma plus-value, c'est surtout sur le prix du bien, puisqu'à la base, j'ai acheté le bien pas cher, j'ai fait les travaux.
Donc, moi, j'ai une très bonne rentabilité et je calcule la rentabilité. Quand je dis que c'est du 12% de rentabilité, c'est du 12% pour la personne qui achète. Ah, Phil qui me dit, comment fais-tu pour ne pas être requalifié marchand de biens? On en reparlera à la fin de la semaine de ça. J'en reparlerai de tout ce qui est société, marchand de biens, requalification, etc. Georges qui demande, c'est quoi le nom du groupe Facebook? C'est le groupe spécifique. Si tu regardes dans les emails que tu as reçus suite à ton inscription, Georges, dans les emails, il y a un lien pour accéder directement au groupe Facebook. C'est le groupe Facebook Défi Flip Immobilier. Il n'est pas public, donc regarde dans les mails. Tu as le lien pour pouvoir y accéder directement. Toc toc, Hervé qui me demande si j'ai un fichier de suivi achat-revente. Alors, c'est un fichier Excel très simple, hein. C'est un fichier Excel où je mets simplement toutes mes dépenses et je vois combien ça me coûte. Et à la fin, bah, je mets simplement mon prix de revente, hein. Donc après, il y a d'autres fichiers Excel voilà, que je partage dans d'autres programmes. Je vous en parlerai en fin de semaine. Ah bah c'est bien. Je vois que Émilie a mis pour Georges le lien du groupe Facebook. Ça avait été répondu. Florence qui demande quel type de société. Moi, j'ai une SAS aujourd'hui pour faire du marchand de biens. De toute façon, pour être marchand, il faut être… bon, on en reparlera si vous voulez, mais plutôt SAS. Ça se fait aussi en SARL, mais les banques, et pour plusieurs raisons, la SAS au niveau technique est beaucoup plus pratique pour être une société de marchand de biens. Il n'y a pas de nombre, hein, il n'y a pas de nombre d'opérations pour la requalification de marchand de biens. J'en ai parlé hier. Il y a deux critères. C'est le terme d'habitude, le critère d'habitude, donc de cumul des opérations, de récurrence des opérations, voilà. Et en même temps l'intention spéculative au moment de l'achat. Et ces deux conditions sont cumulatives, c'est-à-dire que le fisc, pour requalifier marchand de biens, il faut qu'il justifie qu'il y a eu des opérations régulières. Donc typiquement, si vous achetez un immeuble de 3 appartements et que vous revendez les 3 appartements séparés dans la foulée, là, ils vont dire qu'il y a une récurrence d'opérations. Mais il faut qu'ils prouvent en même temps qu'au moment de l'achat, il y a eu une intention spéculative, c'est-à-dire que vous avez fait des démarches au moment où vous avez acheté, mettons pour diviser l'appartement, vous avez mis des annonces, etc. Il faut qu'ils puissent démontrer qu'il y a une intention au moment de l'achat de diviser pour revendre. Et donc, il y a des stratégies à mettre en place justement pour éviter ça. Il y a ce que je vais appeler une histoire fiscale à préparer. Mais voilà, donc ça dépend vraiment de la situation de chacun, du type de bien et de la manière dont ça va être vendu, quoi. Donc, si vous achetez un immeuble entier, que vous revendez un immeuble entier, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est si on revend les appartements séparément. Non, les travaux, je ne les fais pas moi-même. C'est une entreprise qui me fait mes travaux. Le 12%, c'est du net. Non, location courte durée. J'utilise pas que Airbnb. Les biens, ceux que j'ai dit tout à l'heure, où j'avais les deux appartements qui étaient meublés de tourisme avec le site internet. Il y avait à la fois Booking et Airbnb. Là, pour l'instant, celui que je suis en train de vendre, je l'ai mis uniquement sur Airbnb, comme j'ai rempli comme ça. Mais généralement, moi, je recommande plutôt d'utiliser en même temps Airbnb et Booking, qui n'ont pas le même type de clientèle. Airbnb, ça va être plus une clientèle touristique, on va dire, touristique et étranger. Et Booking, c'est plus une clientèle professionnelle. Donc, des particuliers vont plus facilement aller sur Airbnb, alors que quand c'est une société qui réserve, une société va plutôt réserver sur Booking. Donc après, c'est pareil, ça va dépendre du type de clientèle qu'on recherche. Si vous voulez que ce soit des sociétés qui réservent, eh ben, il vaut mieux être sur Booking. Si ça vous dérange pas que ce soit des particuliers, à ce moment-là, vous pouvez mettre sur Airbnb. Est-ce que je revends en direct ou par agence? Ça dépend, je fais les deux. Là, la maison, typiquement, c'est une agence qui m'a mis sur le coup. Donc, le deal, j'ai eu ça, c'était pas encore sur le marché. Ce que j'appelle un bien off-market. Il n'y avait pas d'annonce hein, cette maison. D'autres biens aussi sur lesquels il n'y a pas d'annonce. L'appartement que je suis en train de revendre, qui est tout meublé aussi, il n'y avait pas d'annonce. Le deal, moi, généralement, c'est que quand j'ai un agent immobilier qui m'amène un bien qui est off-market, c'est lui qui le récupère à la vente derrière.
Voilà. Après, quand c'est moi qui le trouve tout seul sur le Bon Coin ou autre, généralement, je revends moi-même. Voilà, je fais un petit peu les deux. Ça dépend des biens. Euh, Tac, 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 tac. Non, Hervé, j'ai jamais fait d'opération de parking. Ça s'est pas trouvé. J'ai pas vraiment recherché des parkings, mais mais je vais peut-être en faire pour mettre le pied à l'étrier à une de mes filles qui commence à travailler pour qu'elle commence à faire quelque chose avec un petit budget. Pourquoi pas commencer à faire. Ce serait aussi l'occasion d'avoir des exemples d'opérations avec des parkings, quoi. Estimation de travaux au mètre carré, ça dépend des travaux qu'il y a à faire, hein. Je suis allé de 300 € à 900 € du mètre carré en fonction des types de travaux, quoi. Euh, Georges qui me demande ce que je fais. Est-ce que je fais ça comme activité principale? Oui, oui, oui. Mon activité principale aujourd'hui, c'est mon activité de marchand de biens. Je vis de mon activité. Je suis pas salarié à côté. Aujourd'hui, mon revenu principal aujourd'hui, c'est mon activité de marchand de biens depuis 2017. Voilà, j'ai quitté le salariat en 2017 et depuis 2017, je suis marchand de biens. Je ne fais que ça. Bon, on va continuer, les amis. J'ai répondu à pas mal de questions là, mais voilà, ça permet de répondre et que vous vous impatientez pas trop. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui arrivent là. Euh, Allez, on va continuer, les amis. Donc, une différence fondamentale à bien avoir en tête entre l'achat-revente et le locatif. Quand on fait de l'investissement locatif, le bien doit être adapté à la stratégie d'exploitation. Si vous voulez faire de la location courte durée ou du meublé étudiant, il va vous falloir un studio ou un petit appartement qui va être bien placé à côté des transports en commun, etc., de manière à adapter ces personnes-là. Si vous faites de la colocation, il va falloir un grand appartement avec plusieurs chambres, pas trop loin des écoles, des universités, des facultés, des transports en commun, etc. Donc, il va falloir adapter le bien et son emplacement par rapport à votre stratégie d'exploitation. Et en même temps, il faut aussi mettre les moyens en face, avoir la capacité financière d'acheter ce type de bien. Si vous achetez un grand appartement de 3 ou 4 chambres en plein centre-ville à côté d'une université, ça va coûter plus cher que un petit appartement dans un village à la campagne. Donc, ça va dépendre aussi, votre capacité financière va aussi être impactée par rapport au type de bien que vous allez choisir. Avec les flips, c'est la stratégie qui va s'adapter aux biens que vous pouvez acheter. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'emprunt. Avec votre capacité d'emprunt, vous allez acheter un type de bien, un parking, un studio, un grand appartement, une maison, un terrain, n'importe quoi. Et en fonction de ce type de bien, vous allez avoir plusieurs stratégies possibles. Soit vous l'avez acheté pas cher, vous ne faites absolument rien, vous revendez en l'état. Il y a des opérations comme ça qui peuvent se faire. Vous achetez, comme moi, là, une maison, vous divisez en deux et vous louez une partie ou vous revendez les deux parties. Ou alors, vous achetez, vous rénovez et vous revendez rénové, ou vous achetez, vous rénovez, vous mettez en location et vous revendez plus tard. Donc après, il y a plein de stratégies possibles qui va dépendre de votre capacité financière et du type de bien que vous avez pu acheter avec ça. Alors que quand vous faites du locatif, vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre, vous avez beaucoup moins le choix. Une fois que vous avez votre appartement qui est à côté de l'université avec ses 4 chambres, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de faire de la colocation dedans, quoi. Donc voilà, donc vous êtes beaucoup plus contraint. Avec les flips, vous avez quand même une marge de manœuvre. Vous pouvez changer de stratégie en cours de route. Vous pouvez dire à un moment, tiens, je vais le vendre entièrement meublé et équipé. Puis au bout d'un moment, vous dites, ah non, tout compte fait, je vais pas mettre les meubles dedans, je le vends rénové. Ou vous voyez que les travaux, ça va être compliqué, que ça va prendre du retard. Vous dites, tant pis, je fais pas les travaux, je le revends comme ça. Voilà, vous allez pouvoir vous adapter et changer même éventuellement de stratégie en cours de route ou en fonction de l'acquéreur que vous allez pouvoir trouver. Vous pouvez même mettre des annonces avec plusieurs scénarios, de dire, tiens, je mets une annonce avec un bien à rénover,
je mets une annonce avec un bien entièrement rénové et je mets une annonce avec une rentabilité. Et puis, vous voyez ce qui va mordre derrière au niveau des acquéreurs, quoi. Et puis après, vous faites les travaux ou pas en fonction de l'acquéreur que vous avez avoir trouvé. Donc, il y a vraiment une, une facilité, quoi, une souplesse quand on fait des flips. Vous allez pouvoir vous adapter vraiment en fonction du type de client que vous allez trouver. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir avoir une stratégie sur mesure, c'est-à-dire que vous allez avoir votre budget et en fonction de votre budget, vous allez adapter une stratégie. Alors là, je vais vous donner plusieurs stratégies en fonction de votre budget. On va voir qu'il y a des stratégies qui peuvent être faites avec des tout petits budgets, même sans forcément avoir un financement, un prêt immobilier. Première stratégie, on va passer de la plus simple, de la moins chère à la plus chère. Première stratégie, ça va être avec des parkings ou des garages. Donc, plusieurs stratégies avec ça. Vous avez la stratégie de division. Par exemple, vous achetez un parking. Je connais quelqu'un qui a fait ça, ou qui achète plusieurs parkings, plusieurs garages. Et il les divise et il les revend en plusieurs morceaux. Donc, il achète un lot de garages. Mettons, vous achetez un lot de 10 garages ou de 10 places de parking. Vous avez un super prix parce que vous avez acheté 10 places de parking et vous revendez ensuite les places de parking une par une. Vous pouvez aussi faire du boxage de places de parking, c'est-à-dire que vous achetez des parkings, il y a des configurations à respecter pour ça, mais vous achetez des parkings qui sont des places de parking, vous les boxez, c'est-à-dire que vous montez des murs et vous mettez des portes de garage, vos places de parking deviennent des box, ça coûte pas très cher à faire, monter un mur et mettre une porte de garage, ça coûte pas très cher, et derrière, vous revendez un box beaucoup plus cher que ce que ça vous a coûté, puisque un box a beaucoup plus de valeur. Pour peu qu'il y ait de l'électricité, vous demandez à avoir une alimentation électrique dedans pour une voiture électrique et vous revendez un box fermé pour une voiture électrique. Et généralement, vous allez pouvoir le vendre cher parce qu'une personne qui est dans un immeuble, par exemple, et qui va vouloir un garage fermé plutôt qu'une place de parking, c'est généralement une personne qui va avoir une belle voiture. Celui qui a j'ai rien contre, mais celui qui a une Clio toute pourrie, à la rigueur, il s'en fout si ça reste sur une simple place de parking. Alors que celui qui a une Mercedes haut de gamme, il va plutôt préférer que sa Mercedes haut de gamme, elle soit dans un garage fermé à l'abri des intempéries ou je dirais des dégradations. Donc, vous n'allez pas avoir la même clientèle, donc un garage va pouvoir se rendre plus cher. Autre stratégie qu'on peut avoir avec les parkings, stratégie de rentabilité, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les grandes villes, Paris, Lyon ou d'autres, Marseille aussi, je connais plusieurs personnes qui ont fait ça, c'est de dire que vous achetez un garage fermé ou alors des places de parking, vous achetez pas cher des places de parking sur lesquelles on peut pas mettre de voiture. Ça, c'est une stratégie qui est bien dans des immeubles neufs. Vous allez chercher les places de parking qui sont pas pratiques, donc avec un poteau par exemple sur le côté, ou qui sont dans un coin, ou qui sont un petit peu tordues, ou qui sont très étroites pour des voitures. Dessus, vous tracez simplement des lignes au sol pour y garer des motos. Vous louez ces emplacements à des motos et derrière, vous revendez votre place de parking avec la rentabilité des loyers des motos qui se garent dessus. Donc, plutôt que de louer une place de parking 50 € pour garer une voiture, vous allez faire 3 motos à 40 €, par exemple. Au lieu d'avoir 50 €, vous avez 120 € de loyer et vous allez revendre la rentabilité de votre place de parking. Et donc, avec un tout petit achat d'une place de parking, vous allez pouvoir faire une plus-value. J'en connais qui ont fait des grosses plus-values comme ça, sur Paris, Marseille, à Lyon également. Donc, il y a des stratégies pour les trouver, ces places de parking. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Quelle place de parking acheter pour faire du boxage? Quelle place de parking acheter pour faire de la division, pour mettre des motos? Mais il y a des stratégies avec des parkings. Et pour acheter un parking, si vous n'êtes pas, c'est pas un prêt immobilier, vous allez à la banque, vous faites un prêt conso. Sinon, vous allez à Carrefour, à Leclerc ou chez CTLM et vous faites un prêt conso pour 15 000 € pour acheter une place de parking. Ça coûte pas très cher une place de parking. Vous n'avez pas nécessité de commencer en faisant des prêts immobiliers. Et avec ça, vous allez vous dégager quelques milliers d'euros
que vous allez pouvoir réinjecter pour acheter d'une place de parking. Vous en achetez 3, vous en achetez 5. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui ont plusieurs centaines de places de parking et qui n'ont pas d'appartement et qui, aujourd'hui, sont complètement indépendants financièrement, qui ne travaillent plus et qui vivent de la rentabilité de leur place de parking. Simplement, entre des garages et des parkings, ils ont optimisé les rentabilités et ils les vendent pas, ils les louent pas de manière classique. Donc, il y a des très bonnes rentabilités à faire sur des places de parking. Voilà. Autre stratégie, les terrains. Donc, terrain, vous achetez un terrain qui n'est pas viabilisé, vous viabilisez le terrain et vous le revendez. Donc, un terrain viabilisé va se revendre plus cher qu'un terrain qui ne l'est pas. Vous prenez une marge sur la partie viabilisation et vous revendez votre terrain et vous n'avez pas fait grand-chose. C'est juste une entreprise de travaux publics qui est venue et qui a mis, qui a tout installé pour l'eau, l'électricité et le tout à l'égout, pour l'assainissement, quoi. Vous pouvez aussi acheter un grand terrain et vous le diviser. J'ai un client du programme Flip Immobilier là qui est sur une opération. Il a acheté un terrain, dessus il fait 11 parcelles. Voilà, il fait juste une découpe de géomètre et il revend les parcelles. Voilà, il fait rien du tout derrière. Donc ça, c'est une stratégie aussi, parce que bon, il a la chance, c'est que tous ces terrains donnent directement sur la rue. Donc, il n'a pas de travaux de chemin d'accès, etc. à faire, quoi. C'est une grande bande qui est toute en longueur. Et donc, il revend ses terrains comme ça, quoi. Il a juste fait passer un géomètre pour découper et il revend ses terrains. Donc, pour ça, il a créé une société, mais c'est typiquement le type d'opérations qui sont très simples à faire et qui sont très lucratives. Je vous parlais tout à l'heure d'une personne que je connais, c'est un terrassier qui a une stratégie avec les terrains qui est toute simple. Quand il y a un lotissement qui se fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'au milieu du lotissement, il achète un terrain. Et en fait, le terrain, il l'achète, mais il n'y touche pas. Il achète le terrain, il met 4 piquets et un bout de grillage autour, histoire que son terrain, il ne serve pas de déchetterie pour le lotissement. Mais il ne touche pas au terrain, il laisse tel quel. Il laisse se faire les maisons autour du lotissement, ce qui fait que une fois que le lotissement est complètement terminé, que les maisons autour sont terminées, et ben son terrain, il a pris de la valeur et il revend son terrain, tout simplement. Et il fait une plus-value sur son terrain. Il a absolument rien fait dessus, il a juste attendu. Des fois, il attend 1 an, 2 ans que les maisons autour se construisent et il revend son terrain qui vaut plus cher qu'au moment où il l'a acheté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, on peut donner une valeur. Par exemple, vous pouvez très bien déposer un permis de construire et revendre le terrain avec un permis de construire accepté, par exemple. Mais lui, il le fait même pas. Il revend simplement son terrain comme ça, tel quel. Il fait absolument rien. Donc ça, c'est vraiment la stratégie la plus passive qu'il puisse y avoir. C'est que, voilà, il achète un terrain, il fait rien et il attend que le temps passe, tout simplement. Après, ça bloque de la trésor pendant un petit moment, mais sur le prix d'un terrain, ça coûte pas très cher. Donc c'est une stratégie aussi à mettre en place. Vous voyez que des stratégies, quand on réfléchit, voilà, il y en a, je dirais, c'est autant que vous pouvez en inventer. Voilà, tout le monde peut trouver des stratégies en fonction de là où il se trouve et des opportunités du moment, quoi. Troisième stratégie, donc la plus courante tout de suite, c'est à laquelle on passe. On achète un appartement, on le rénove et on le revend. Après, il y a aussi, alors tout peut être mélangé. Il y a aussi les stratégies de division d'appartements. Alors, il faut faire très attention parce que division officielle, pour diviser un appartement et revendre un appartement en 2 appartements séparés. Derrière, il y a création de compteurs d'eau, création de compteurs électriques et il peut y avoir, c'est de la création de logements au niveau des mairies. Donc, c'est création de places de parking. Donc, des fois, ça peut être compliqué de revendre en faisant de la division de logement. Souvent, on n'y pense pas, mais la problématique des places de parking quand on crée du logement, elle est réelle et si vous ne l'anticipez pas, ça vous tombe dessus à la dernière minute et vous vous retrouvez coincé avec vos appartements, quoi. Donc, voilà, il y a des problèmes de délai aussi. Quand on est dans une copro, si vous divisez un appartement dans une copro, il faut l'accord de la copro avec des délais qui peuvent être relativement longs. Donc, faire attention à ça. Ensuite, il y a la division des maisons. Vous voyez qu'on passe toujours à chaque fois sur des opérations de plus en plus grosses, de plus en plus chères. Donc, division de maisons, comme j'ai montré là, une grosse maison, vous divisez en 2 et vous revendez les maisons séparément. Il y a la stratégie classique de rénovation-revente aussi. Des fois, il peut y avoir certaines maisons également où il y a simplement un rafraîchissement ou des mises aux normes à faire. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs options. Il y a une autre option aussi sur tous ces types de rénovation aussi maintenant qui arrive. Je vais vous en reparler juste après. C'est pas dans les slides parce que
C'est quelque chose auquel j'ai pensé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps de mettre en slide. Et enfin, vous avez le dernier point. Alors là, à éviter de faire en tant que particulier, mais je vous le mets quand même. Quoique si vous achetez un immeuble entier, que vous revendez l'immeuble entier en tant que particulier, il n'y a pas de problème. Mais sur des immeubles, il peut y avoir la rénovation-revente. Donc, ce que moi j'ai fait avec un immeuble, j'ai rénové complètement un immeuble et j'ai revendu l'immeuble entier. Donc ça, en tant que particulier, c'est jouable. Après, il y a l'immeuble de la division. Vous divisez en plusieurs lots, vous revendez les appartements individuellement. Ou comme je vous ai dit avec la petite maison, j'avais un grand appartement de 100 mètres carrés. J'ai divisé en 2 fois 50 mètres carrés. Et derrière, vous revendez, au lieu de revendre un duplex de 100 mètres carrés, vous revendez deux duplex de 50 mètres carrés, vous faites des plus-values dessus. Mais là, les stratégies d'immeuble, il faut faire attention parce que là, on n'est pas loin de l'activité de marchand. Donc, si vous vendez un immeuble complet, vous achetez un immeuble complet, que vous revendez l'immeuble complet, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on va commencer à diviser dans un immeuble ou à diviser une maison, là, il faut faire attention. Il y a des choses à éviter, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, c'est là où il faut être très stratégique et où il faut anticiper beaucoup de choses. Autre stratégie qui peut être liée à tout ça, qui peut être mis en place, c'est maintenant la stratégie de rénovation énergétique. Il commence à y avoir des personnes qui revendent des appartements simplement parce qu'il y a de la rénovation énergétique à faire, des gens qui peuvent plus louer. Là, il y a certains biens qui vont commencer à ne plus pouvoir être loués parce qu'ils sont avec des DPE en G. Donc DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, dès qu'on loue un appartement ou dès qu'on vend un appartement ou un bien, quel qu'il soit, un appartement ou une maison, on est obligé de faire un diagnostic. Il y a le DPE et maintenant, il y a des nouvelles règles qui fait que il y a certaines notes de certains DPE. Alors, voilà. Donc, à partir du 25 août 2022, tout ce qui est en F ou en G, les loyers des locations sont gelés. C'est-à-dire que les loyers ne peuvent plus être augmentés. Vous ne pouvez pas dire entre deux locataires, j'augmente le loyer. Vous êtes obligé de garder le loyer jusqu'à temps que vos travaux soient faits. Depuis le 1er septembre, tout ce qui est en F et G, vous êtes obligé de faire un audit énergétique pour savoir quel type de travaux vous allez devoir faire. Et à partir du 1er janvier 2023, donc c'est demain, tout ce qui est logement avec un DPE qui est en G et qui a une énergie qui est en énergie primaire, c'est-à-dire que c'est chauffage au gaz ou chauffage au fioul, avec un DPE en G, à partir du 1er janvier 2023, n'auront plus le droit d'être loués. Donc, il y a des propriétaires et à partir de janvier 2025, la location sera interdite. Donc, il y a des locataires qui ont des vieux immeubles, des vieux appartements où il n'y a pas de double vitrage, il n'y a pas d'isolation, qui sont chauffés au fioul, où ils peuvent pas faire grand-chose, ils n'ont pas envie de faire les travaux, donc ils les vendent. Et là, il y a des super affaires à faire. Et il suffit simplement de faire quelques travaux pour augmenter cette note. Donc, vous changez les fenêtres, vous changez le système de chauffage, et éventuellement, vous mettez un petit coup d'isolation, isolation des combles si c'est une maison ou isolation des murs extérieurs, ce qui fait que vous allez avoir une meilleure note au niveau de la performance énergétique. C'est des petits travaux et vous revendez comme ça, tel quel. Donc, la personne à qui vous avez acheté un appartement pas cher, parce que vous dites, oui, je dois faire beaucoup de travaux à cause du DPE qui est en G, pour augmenter la note, etc. Et je vais devoir le louer pas cher. Vous allez faire quelques travaux pour augmenter la note et ensuite vous le revendez avec une note améliorée sans forcément avoir refait tout l'appartement, sans forcément avoir fait de gros travaux. Il suffit simplement d'augmenter la note. Et quand vous achetez l'appartement, vous pouvez demander au diagnostiqueur en disant, voilà, je suis en G, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer en D ou en E, puisque quand on est en E, on est tranquille jusqu'au moins en 2034 pour la location. Donc voilà, vous demandez simplement ce qu'il y aurait comme travaux à faire. Il vous fait une estimation. Il vous dit, voilà, si vous changez les fenêtres, si vous mettez une VMC, si vous changez le système de chauffage, isolation, etc. Voilà la note, comment elle sera. Et vous faites ensuite vos travaux en fonction de ça. Donc, vous pouvez anticiper, pas dire, tiens, je fais les travaux, puis je verrai bien ce que ça donne. Vous pouvez demander une simulation au diagnostiqueur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être fait. Moi là, j'ai acheté un appartement qui était en DPEG, j'ai fait les travaux dedans, donc j'ai isolé les murs, j'ai changé les fenêtres. J'ai malgré tout pas pu changer le système de chauffage puisque c'est un système de chauffage collectif au fioul dans la copro.
Donc là, je me suis fait plomber la note, mais de G, je suis quand même passé en E, ce qui fait que pour la location, je suis tranquille jusqu'en 2034. Ce qui fait que rien que ça a donné une plus-value à l'appartement et je revends l'appartement comme ça avec un DPE qui a été amélioré. Je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Je vais y revenir après dans la session de questions-réponses. Donc, stratégie de performance énergétique maintenant à mettre en place. Il y a des belles opérations à faire. Il y a des bonnes opportunités à prendre aussi avec ça. Voilà, les amis, ce que je voulais partager avec vous au niveau des différentes stratégies. Donc, avant de passer à la session, à la question-réponse, je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport au DPE, par rapport à tout ça. Petit tips, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir demain, prochain cours on verra, grosse question, comment trouver des biens qui se revendront plus cher. Puisque souvent, c'est la question, c'est comment je fais si j'achète un bien, c'est pas évident que le bien, je puisse le revendre plus cher, mais on verra comment trouver ces types de biens. On verra comment financer un achat-revente, puisque si vous allez voir une banque, vous dites, voilà, j'achète un bien, je le revends dans 6 mois, la banque, elle ne va pas aimer. Donc, on verra comment présenter vos dossiers bancaires et comment financer un achat-revente. Il y a plusieurs solutions. Comment revendre plus cher? Voilà, grosse question. Comment garantir de faire une plus-value quand vous allez revendre un bien? Et voilà, globalement, le programme de demain, déjà, quand on aura fait ça, on aura levé beaucoup de problématiques. Je pensais qu'il y en avait une quatrième, mais non, mais je rajouterai peut-être quelque chose d'ici demain. Donc maintenant, je vais repasser en plein écran, je vais revenir face à vous et je vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà sur ce que je voulais vous présenter ce soir, les amis. Allez, je reviens avec vous. Merci d'avoir été là. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc on va passer un petit moment ensemble. En tout cas, c'est cool. On a passé déjà 1h30 ensemble depuis le début. Allez, les amis, je reprends vos questions. Je vais essayer de ne pas remonter trop loin parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions là. Ne vous inquiétez pas, je vais descendre. Donc, si vous venez juste de poser une question, je vais arriver. Alors, Karine qui demande, alors je sais plus, Karine qui me demande, les travaux réalisés dans le cadre de l'achat-revente sont-ils déductibles de l'imposition sur la plus-value dans le cadre de la revente d'un bien en LMNP? Alors, il faut faire très attention à ça. Tous les travaux ne sont pas déductibles de la plus-value. C'est pour ça que faire des travaux rentre vraiment dans une stratégie. C'est-à-dire que les travaux qui vont être déduits, ça va être vraiment les travaux de gros œuvres, si vous refaites des murs, etc. Par contre, tout ce qui va être décoration, par rapport à la plus-value, tout ce qui va être décoration ne va pas entrer en ligne de compte. Tout ce qui est petites améliorations, voilà, je vous dis, tiens, je refais le parquet, je refais les peintures et tout ça. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller y regarder. Allez voir sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Jérôme Yvon. Toutes les dernières vidéos concernent l'achat-revente et j'ai fait des vidéos là-dessus concernant justement les travaux, etc., tout ce qui est défiscalisé. Donc, tous les types de travaux ne sont pas pris en compte, donc faire attention. Si vous faites tous les types de travaux, c'est-à-dire que vous refaites un appartement complètement à neuf, il vaut mieux adopter une stratégie de mise en location et de revente derrière, comme ça vous allez pouvoir vraiment l'optimiser. Mais sinon, il y a certains travaux qui ne seront pas déductibles au niveau de la plus-value. Donc, faire très attention à ça. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Bon, la vidéo dure un quart d'heure, donc je ne vais pas tout vous raconter ici. Mais il faut faire attention. Tous les travaux ne sont pas déductibles. C'est pas comme en LMP ou en MNP où là, vous pouvez tout compter, les travaux, les peintures, etc. Quand on fait de l'achat-revente, il y a des petites subtilités par rapport à ça. Estimation de travaux au mètre carré, non, j'ai pas d'estimation, surtout en ce moment, les prix des matériaux, ils changent tous les mois. Donc aujourd'hui, même moi, pour mes propres chantiers, maintenant, je demande systématiquement du devis, puisque même les entreprises ne sont plus capables de faire des estimations. Donc, Georges, oui, je fais ça comme activité principale. Bon, voilà, plus-value sur un parking, je l'ai dit, boxage, découpe, vente de la rentabilité en faisant du stationnement pour des motos, par exemple. Voilà, quelques petites stratégies comme ça pour des parkings. Alors, stratégie du déficit foncier sur la temps de 3 ans, ça va dépendre comment tu le loues. Il y a des stratégies. C'est pour ça que j'ai toujours, quand on fait de l'achat-revente, il faut anticiper les stratégies. Il ne faut pas dire, tiens, je vais faire une activité, je vais louer de telle ou telle manière, et puis je revendrai après.
tout s'anticipe, hein, c'est toute la préparation. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où il faut attendre 3 ans par rapport au déficit foncier. Donc, est-ce que tu as une stratégie de déficit foncier en loueur meublé non professionnel ou est-ce que tu as une stratégie d'achat-revente? C'est deux stratégies différentes. Si ta stratégie, c'est l'achat-revente, le déficit foncier, on s'en fout. Puisqu'on ne fait pas du déficit foncier, on fait de la plus-value immobilière. Donc, voilà. Donc, les deux choses sont différentes. Hervé qui regrette l'achat de son Pinel. Généralement, tous ceux qui achètent un Pinel regrettent après, hein. Donc ça, c'est. Après, il y a des solutions pour le Pinel. Je dis pas que c'est mauvais dans 100% des cas. Le meilleur moyen, je vous lâche un truc comme ça, le meilleur moyen d'avoir un Pinel qui soit rentable, c'est de le créer soi-même. C'est-à-dire que vous achetez un bien, vous le mettez en location et en fait, c'est le bien que vous-même vous avez acheté, que vous louez en Pinel. Et donc, vous créez votre Pinel vous-même. C'est tout à fait possible. Personne n'en parle, mais il est tout à fait possible de se créer son Pinel soi-même. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à sortir un programme là-dessus. On ne peut pas fiscalement rester en nu. Non, si tu es en nu, tu ne peux pas louer en meublé, puisque si tu loues en meublé, il faut que tu aies des meubles. Donc, toc, 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 acheter un lot de parking et on a la pièce, mais c'est justement. Ouais, alors revendre des parkings, des parkings à l'unité, pareil, c'est comme tout, il y a des stratégies à mettre en place, ça se fait pas n'importe comment. On n'est pas nécessairement, parce que là, quand on est la requalification de marchand de biens, ça dépend comment sont qualifiés les parkings. Voilà. Est-ce que les parkings sont qualifiés en tant qu'habitation? Est-ce qu'ils sont qualifiés en tant que terrain? Voilà, il y a des différences à faire par rapport à ça. Donc, il y a des petites subtilités aussi à connaître là-dessus. C'est l'analyse du cadastre et du PLU. Mais là, on rentre vraiment de la partie technique, quoi. Ouais, alors revente de 11 places de parking, Alexandre Kim, la revente des 11 parcelles est longue. Oui, alors déjà, le montage du dossier est long parce qu'il y a aussi toutes les autorisations administratives, hein. Je donnais tout à l'heure un exemple avec la revente de 11 parcelles. En tout, c'est un dossier qui prendra 2 ans, hein, et le terrain n'est pas encore acheté. Donc là, l'investisseur, ça fait à peu près 1 an qu'il est dessus, le temps d'avoir toutes les autorisations administratives de découpe, etc., s'assurer que tous les terrains sont constructibles, etc., faire passer le géomètre, les plans, le cadastre, etc. Donc tout ça, à chaque fois, il y a les recours des tiers et tout ça. Donc tout ça, c'est du délai, c'est du temps. Et ensuite, il y a la commercialisation. Donc, en gros, c'est un dossier qui, entre le début de l'opération et la fin de l'opération, c'est un dossier qui va prendre à peu près 2 ans. Donc, voilà. Donc, toutes les opérations ne se font pas forcément en 3 mois, hein. Donc, comment monter la note? Est-ce que alors, la copro, il faut l'accord de la copro pour certains travaux de rénovation énergétique. Ça va dépendre des travaux que l'on fait. Moi, typiquement, quand il faut isoler un appartement, quand tu es dans une copro, le plus simple, c'est d'isoler de l'intérieur. Donc, tu perds un petit peu en mètre carré, mais c'est pas grand-chose, hein. Tu perds moins d'un mètre carré, donc c'est pas. Il vaut mieux augmenter la note aujourd'hui au niveau de DPE et perdre 1 mètre carré dans l'appartement. Et surtout que c'est que les murs qui donnent sur l'extérieur, donc c'est pas énorme non plus. Et ensuite, il faut l'autorisation de la copro pour tout ce qui va toucher à l'esthétique et à l'extérieur. Dans la plupart des cas, les gens qui changent leur fenêtre, généralement, quand on change une fenêtre, normalement, il faut déposer une déclaration préalable en mairie et avoir un accord de la copro. Généralement, l'accord de la copro, tout le monde s'en passe. Et la demande à la mairie, déclaration préalable en mairie, il y a 1 personne sur 5 qui la demande quand c'est juste pour du remplacement de fenêtre. Donc, ça se gère, ça dépend du type de bien, ça dépend à quel endroit. Des fois, même, il y a même des mairies, des fois, qui m'ont dit, c'est bon, pour changer vos fenêtres, on va pas s'embêter avec une DP, faites-le et ça passera. Si vous dites rien, personne ne le saura, personne ne le verra. Donc, après, en tant que professionnel, moi, je suis tenu de le faire, mais certaines personnes font du changement sans rien dire. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, c'est le cas. C'est que si vous êtes dans une copro avec un chauffage collectif, vous ne pouvez pas changer le système de chauffage puisque votre installation de système de chauffage fait partie de l'installation collective de l'immeuble.
Donc, à ce moment-là, vous devez, moi, c'est mon cas, hein, puisque l'appartement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un appartement dans lequel j'ai tout fait. Les seuls travaux qui seraient encore à faire pour augmenter la note, et à ce moment-là, je passerai en C ou en D, en C, je crois, c'est de changer le système de chauffage. Mais comme c'est un chauffage collectif, eh bien, je n'ai pas le droit de changer le système de chauffage. Et pour le changer, il faudrait changer tout le système de chauffage de toute la copro. Donc, si ce n'est pas voté, eh bien, je suis obligé de le garder. Ensuite, on va voir tout ce qui est petits travaux, VMC, tout ça. Donc, ça se fait tout seul. Est-il vrai que les petites surfaces ne pourront pas monter au-dessus du F? Alors ça, j'ai pas entendu parler de ça, mais les petites surfaces sont un peu, au contraire, les petites surfaces sont un peu les moins bien loties, puisque c'est toujours plus difficile de faire des travaux de rénovation énergétique sur une petite surface, puisque il y a pas grand-chose à faire, quoi. Quand on a une mauvaise note, c'est toujours difficile de faire des travaux en petite surface, puisque dès qu'on commence à réduire un petit peu l'espace avec de l'isolation par l'intérieur, quand vous avez un studio de 18 mètres carrés, que vous commencez à réduire la taille du studio parce que vous faites de l'isolation par l'intérieur, ça commence à se compliquer un petit peu puisqu'on réduit encore plus la surface de l'appartement. Donc, ça devient compliqué. Donc, c'est beaucoup plus pénalisant pour les petites surfaces. Mais je n'ai pas entendu parler, moi, qu'elles ne pourront pas monter au-dessus du F. Je ne sais pas d'où tu as entendu ça, Florence. Moi, ça ne me dit rien. Sam qui demande comment être plombé par les impôts, plus-value à la revente. On en parle jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Je vous fais tout un topo sur la fiscalité. On peut lire de vidéos sur chaîne YouTube qui détaillaient les opérations présentées ce soir. Non, j'ai dit que les appartements que je présentais étaient dans des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas fait des vidéos sur tous ces appartements. Par contre, vous avez vu qu'il y a des appartements certains appartements dans lesquels j'ai fait des vidéos. Non, il ne faut pas de diplôme pour être marchand de biens. Il suffit juste de créer une société, c'est tout. C'est le problème, c'est que n'importe qui peut devenir marchand de biens. Par contre, une fois qu'on est marchand de biens, on est responsable de tout et on commence à rentrer dans des opérations qui sont beaucoup plus techniques. Donc en pratique, tout le monde peut devenir marchand de biens, mais en pratique, dans la pratique, tout le monde n'a pas les connaissances pour être marchand de biens, parce que ça ne s'improvise pas. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances au niveau de l'urbanisme, du juridique, etc. Donc, beaucoup de choses à savoir. Ça n'a rien à voir avec l'investissement locatif, puisque on a beaucoup plus de responsabilités. Donc, en fait, comme on est responsable de tout, eh bien, il y a beaucoup plus de garanties à prendre derrière et même les banques demandent beaucoup plus de garanties. Donc, il faut être assez calé au niveau technique. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une bonne expérience déjà dans l'immobilier, dans le locatif. En même temps, dans tout ce qui va être juridique et réglementaire. Donc, voilà, le fait d'être marchand de biens ne s'improvise pas. Il faut quand même soit être accompagné, soit être formé là-dessus, quoi, ou avoir déjà de l'expérience là-dedans, quoi. Daniela qui veut me contacter en privé. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Le plus simple, c'est via le groupe Facebook ou tu me renvoies un mail simplement, comme je vous envoie des mails régulièrement, tu me réponds simplement au mail que j'envoie pour vous envoyer les invitations pour les conférences et tu pourras me contacter directement, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Alors, si on a un appartement en F, est-ce qu'on peut faire pour augmenter la note, pour pouvoir augmenter le loyer et avoir une note permettant de passer en E? On l'a déjà vu un petit peu avant, hein, pour augmenter la note, c'est tout ce qui va être isolation. Donc, le plus simple, c'est de demander, si tu sais qu'il est en F, c'est que tu dois avoir un diagnostic. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'appelle le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic de l'appartement. Comme ça, il a le dossier, il a tous les éléments.
Et je lui dis, tiens, voilà, comme là, si tu me demandes, voilà, que tu voudrais passer en E, tu lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme travaux pour pouvoir passer en E? Et là, il va te dire, il faut faire isolation des murs, remplacement des fenêtres, changement du système de chauffage, etc. Et comme ça, il te dira exactement en fonction de ton appartement ce que tu dois faire comme travaux. Achat-revente d'une maison. Donc, Franck qui a un projet d'achat-revente, maison qui est déjà divisée en deux de manière non officielle. Dois-je attendre la fin pour faire devenir un géomètre si je veux revendre à la découpe? Alors non, tu n'es pas obligé d'attendre la fin des travaux. Du moment que les surfaces sont délimitées et qu'on sait où va être la division, tu peux faire passer le géomètre même si les travaux ne sont pas complètement terminés, puisque le géomètre, lui, se base sur la surface au sol. Donc du moment que tu as tes cloisons de séparation, même si les cloisons intérieures du logement ne sont pas faites, c'est pas grave. Il faut surtout que les deux lots soient bien identifiés de manière à ce que le géomètre puisse faire la division des deux lots. Mais t'es pas obligé au contraire, tu n'es pas obligé d'attendre la fin pour faire la division. Tu peux même faire une division sur plan. Mais le plus simple, c'est si comme ton bâtiment est existant, eh bien, c'est d'avoir les cloisons de séparation des logements. Et à ce moment-là, tu fais venir le géomètre et tu fais ta division tout de suite, quoi. Et à ce moment-là, tu peux pré-commercialiser tout de suite. Alors Yannick qui dit, pour l'isolation des petites surfaces par l'intérieur, il suffit d'abattre les murs de cloisonnement sans toucher à la structure. Et avec l'isolation, les nouveaux murs ne peinent pas trop sur la surface habitable. Alors, les murs de cloisonnement, si c'est les cloisons intérieures, on n'isole pas les cloisons intérieures, on isole les murs qui donnent sur l'extérieur. Et généralement, les appartements qui ne sont pas isolés, ça veut dire qu'on a le gros du mur, du mur en pierre où il y a juste un coup d'enduit dessus, donc il n'y a pas de cloison. Et donc, il faut créer une cloison sur le mur extérieur de manière à pouvoir mettre l'isolant. Donc, on perd forcément en surface, mais l'isolation, on n'isole pas avec les murs de cloisonnement intérieurs. Donc Daniela, qui a peut-être pas vu ma réponse. Je vais de passer par un diagnostiqueur. Voilà, ça c'est la réponse. Je vais aller un peu plus loin. Peut-on isoler par le plafond? Oui, je viens de le faire sur un appartement où j'avais un plafond, j'étais en grande hauteur, j'étais à 3 mètres, je sais plus, 3 mètres 60, je crois, de hauteur de plafond. Donc du coup, j'ai fait un faux plafond à l'intérieur de l'appartement et j'ai isolé le plafond. Voilà, puisque des fois les combles c'est des parties communes ou les combles sont pas forcément accessibles, donc il n'y a pas de problème, on peut isoler par le plafond, mais quand même il faut avoir de la hauteur, puisqu'il faut garder, ce qui est bien c'est d'avoir au moins, enfin moi j'aime bien avoir au moins 2,50 m de hauteur sous plafond, donc si tu as plus, à ce moment-là tu fais un faux plafond et tu isoles dans le plafond. Hop là, attendez, ça a sauté là, j'ai zappé des questions. Catherine qui me demande combien coûte un DPE, ça dépend du type de bien, ça dépend de la superficie du bien. Si tu as un bien de 18 mètres carrés ou si tu as un bien de 150 mètres carrés, ça ne va pas être le même prix. Donc, tout dépend de la taille. Combien peut coûter une simulation par le diagnostiqueur? Moi, personnellement, je n'ai jamais payé, hein. J'appelle le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic et je lui dis, voilà, vous avez fait un diagnostic, tel dossier, tel numéro, etc. Voilà, je vais le rénover. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme travaux pour… Alors, des fois, c'est marqué, hein. Des fois, c'est marqué dans le DPE. Enfin, souvent, d'ailleurs, maintenant, c'est noté. Les travaux, voilà, les travaux qui sont recommandés, les travaux qui sont obligatoires, la note qui serait dessus. J'en ai pas un sous la main là. Après, je vous montre ça. Donc, il y a des DPE où c'est noté dedans, mais dans le doute, vous pouvez quand même demander au diagnostiqueur. Quand c'est possible, on peut isoler les murs par l'extérieur, mais on ne perd pas de surface. Voilà, isolation par l'extérieur, c'est quelque chose qui marche. Alors ça, isolation par l'extérieur, ça marche bien quand tu es tout seul, quand tu as une maison. Donc, tu as une maison, tu vas l'isoler par l'extérieur. Par contre, si tu as un appartement dans une copro et que tu es tout seul au 3e étage, tu vas pas isoler, toi, tout seul, tes murs extérieurs, quoi. Donc, l'isolation par l'extérieur, c'est bien quand tu as quand tu as ta propre maison, que tu es propriétaire. Chose importante qui est un petit peu paradoxale, mais quand on est en ville
si on est dans un immeuble où on a la façade qui donne sur le trottoir, on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur au rez-de-chaussée, puisque l'isolation par l'extérieur prend à peu près 15 cm, et ces 15 cm seraient pris sur le trottoir. Et ces 15 cm de trottoir appartiennent à la commune. Donc, à moins que la commune cède une partie de la parcelle de trottoir, sinon ça fait une verrue sur le trottoir. Et donc, il faut demander une autorisation à la mairie en plus pour faire l'isolation par l'extérieur. Donc, généralement, quand on est dans des immeubles où on a un rez-de-chaussée qui donne directement sur la rue, directement sur un trottoir, généralement, on peut commencer l'isolation par l'extérieur qu'à partir du premier étage. Donc, il faut faire très attention à ça, bien voir avec les règlements de copro et bien demander au service urbanisme pour faire ça. Voilà. Non, alors ce que j'ai fait, Jules qui me demande là, comment j'ai pu passer tout de suite en meublé sur mon premier bien, c'est qu'en fait, j'ai pas fait de déficit foncier. J'ai rattrapé le déficit foncier que j'avais au début et en fait, je l'ai répercuté après sur ma partie en meublé. Enfin, c'est mon comptable qui m'a fait un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai réinjecté le déficit foncier dans le déficit foncier que j'aurais eu après en meublé. Un petit peu comme si ça avait été un avoir ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est le comptable qui m'a fait un truc comme ça. Très honnêtement, c'est pas moi qui me suis occupé de ça. Toute la partie fiscalité, je passe par un comptable. Je dis ça, tu t'en occupes et tu fais au mieux. Voilà. Tom qui me dit pourquoi tu n'as jamais fait d'opération sur du neuf avec achat d'un terrain pour construction, par exemple. Je suis en train d'en faire une. Alors, il faut faire attention, c'est pas forcément rentable. Là, je vais en faire une très honnêtement. Je veux dire, je suis en train d'en faire une qui va pas être rentable du tout. Mais en fait, je la fais pour une autre à côté qui va être pour rentabiliser une autre qui est à côté. C'est-à-dire, je vais construire. J'ai acheté un petit bout de terrain. Dessus, je construis 3 garages et au-dessus du garage, je construis un appartement duplex avec terrasse. Donc, et ça, c'est du neuf. Donc là, j'ai acheté le terrain. J'ai acheté une maison à côté aussi. La maison, je vais la diviser en 3 ou en 5. Pour l'instant, j'ai un accord de la mairie pour la diviser en 3. Là, il faut que je dépose une déclaration préalable pour une division en 5, mais j'ai un problème de place de stationnement. Donc, j'attends une dérogation pour ça. Mais si, je commence à partir sur du neuf. Après, il faut faire attention parce qu'au niveau fiscalité, le neuf, on est assujetti à la TVA sur le prix de vente et on a des problèmes de TVA après quand on passe sur du neuf. Donc, il faut faire très attention à ça. Sur toute cette partie-là, par rapport à ta fiscalité, là, pour passer du nu en meublé, vois ça directement avec un comptable, parce que honnêtement, je ne serais pas, moi, en mesure de t'expliquer ce qu'il a fait. Surtout que maintenant, c'est quelque chose qui date d'il y a très, très longtemps. Donc, j'ai plus ça en tête et je ne travaille plus avec ce comptable-là non plus. Donc, mais c'est un comptable qui était spécialisé en location, en location meublée. Voilà. Donc, ça, le plus simple pour toi, c'est de voir ça avec un comptable. Voilà les amis, on approche de 21h. On arrive au bout des questions. Dites-moi s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, sur lesquelles vous n'avez pas eu de réponse. C'est le moment ou jamais. Sinon, on va se quitter là pour ce soir, les amis. Hop là, Joanna qui revient. Quand tu revends un bien, tu rembourses. Ça y est, ça déferle. Je vous ai réveillé. Vous voulez pas partir, hein? Quand tu revends un bien, tu rembourses le prêt. Oui. Ça n'arrête pas de bouger. Alors, attendez. Comment fais-tu pour ne pas payer d'indemnité de plus-value quand ton contrat il est noté que tu dois payer 6 mois d'intérêt? Comment fais-tu? Il faut négocier généralement quand tu as un dossier, quand tu as un prêt immobilier. Dessus, il est noté que en cas de revente du bien, tu dois rembourser ton prêt. Et à ce moment-là, comme c'est comme c'est la banque qui te le demande, il est spécifié qu'en cas
de revente du bien, et bien à ce moment-là, tu n'as pas d'indemnité de remboursement anticipé. L'indemnité de remboursement anticipé est due uniquement si tu rembourses alors que tu es toujours propriétaire du bien. Il faut bien faire attention à ça dans les petites lignes. Il faut vraiment lire les petites lignes là-dessus dans les contrats de prêt. Et si ce n'est pas le cas, c'est à négocier avec ton banquier en lui disant, moi, je revends le bien. Tu dis, bah, sinon, je le revends et je ne vous dis rien, quoi. Et là, il ne va pas aimer. Donc voilà. Donc, généralement, bien faire attention à ça. Ce n'est pas forcément marqué en gros, hein, mais en cas de revente de biens, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de pénalité de remboursement anticipé. Donc les biens, Quentin qui me demande, est-ce que je passe par des agences ou pas? Ça dépend. Très honnêtement, quand je peux revendre moi-même, je revends moi-même. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on est professionnel, bah, c'est les agents immobiliers qui nous amènent les affaires. J'en ai parlé hier, hein. Aujourd'hui, on a près de 90% du marché immobilier qui est détenu par des agents immobiliers. Et le deal, quand on travaille avec les agents immobiliers, c'est que quand ils nous amènent une affaire, bah, c'est lui qui la revend derrière. Et comme ça, après, il nous en amènera une autre, quoi. Donc, dans ces cas-là, eh bien, je passe par des agents immobiliers. Celui qui m'amène l'affaire, je lui refile à la vente. Après, si c'est une affaire que je trouve tout seul ou par relation ou qu'un truc que j'ai vu moi sur le Bon Coin où je suis allé voir comme ça, à ce moment-là, je revends moi-même. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Mais bah, quand tu veux rentrer dans le réseau des agents immobiliers, ben, ce qui est intéressant pour eux, c'est ce qui est intéressant pour eux, c'est de le vendre deux fois, quoi. Donc, il vaut mieux jouer le jeu. Franck qui me demande si mon appartement de Vienne est vendu. Oui, cet appartement est vendu. Justement, c'est le fameux appartement où j'ai dit, je l'ai mis en location courte durée pendant un mois et pendant ce mois-là, je l'ai remis en vente. Ça, c'est fait. J'ai signé le compromis hier. Donc voilà, tu vois, vous savez tout. Mon fameux appartement que j'ai mis en location courte durée, le compromis a été vendu hier. Le compromis a été signé hier, juste avant la conférence. Hier à 16 h, j'étais chez le notaire pour signer ce compromis de vente. Estimation des frais lors de la première visite. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Gérard. Estimation des frais de rénovation. Toujours compliqué en ce moment. Moi, j'ai un petit peu l'habitude. Donc, voilà, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, je sais estimer à peu près, savoir si j'en ai marre pour 300, 400, 500, 1000 euros du mètre carré. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Les travaux sur lesquels j'étais avant à 500 euros du mètre carré, ben là, dernièrement, ils sont passés plutôt à 800 euros, quoi. Puisque c'est pas mon entrepreneur qui gagne forcément plus d'argent, c'est surtout que les matériaux sont de plus en plus chers. Et donc, on a des coûts de rénovation qui sont de plus en plus chers. Donc, c'est pour ça que ceux qui disent que le marché de l'immobilier va baisser et que le prix de l'immobilier va baisser, personnellement, j'y crois pas trop, puisque la réalisation de l'immobilier, le prix de revient de l'immobilier, le prix de construction est de plus en plus cher. Donc, des biens qui coûtent de plus en plus cher à produire ne peuvent pas être vendus de moins en moins cher. Il y a un moment, c'est incompatible. Donc, soit le marché va stagner. Aujourd'hui, il ne baisse pas, il augmente moins vite. La différence est subtile, mais elle est là. C'est qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'on voit de partout quand on regarde tous les chiffres, les prix de l'immobilier en France ne baissent pas. C'est qu'il y avait une croissance depuis quelques années qui était assez forte sur le prix de l'immobilier. C'est qu'aujourd'hui, cette croissance a tendance à se rabattre un petit peu. Donc, elle monte moins vite, mais en tout cas, elle ne baisse pas. Puisque, de toute façon, les prix de construction et de rénovation de l'immobilier sont de plus en plus chers. Donc, tous ceux qui rénovent et tous ceux qui construisent ne peuvent pas revendre moins cher des biens qui leur coûtent de plus en plus cher, quoi. Euh... Euh... Tiens, Tom qui me dit que tu as un appartement à côté à Vienne en coloc. Dis-moi où il est. Il est où ton appartement à Vienne? Je vais peut-être chercher à faire d'autres choses sur Vienne.
Euh, touc, touc, touc. Sylvain. Ah, d'accord, ok. D'accord. 133. Dans mon contrat de prêt, il est mentionné pas de remboursement anticipé avant 2 ans. En cas de revente, est-il nécessaire de renégocier? Ben oui. Oui, oui. Après, alors, c'est marqué sur le contrat de prêt, pas de remboursement anticipé avant 2 ans. Point de suspension, éventuellement, sauf en cas de revente. Puisqu'en cas de revente, il t'oblige à rembourser. Donc, voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, les banques ne parlent pas de la revente, mais normalement, il y a un paragraphe dans lequel ils te disent qu'en cas de revente du bien, tu es obligé de rembourser ton prêt. Et à ce moment-là, dans le même paragraphe, eh bien, ils te disent que dans ce cas-là, il n'y a pas de frais de remboursement anticipé. Florence qui me dit, est-ce que ça veut dire qu'il est plus difficile de faire des affaires aujourd'hui? Non, pas forcément. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important pour faire les affaires qui jouent en notre faveur. J'en parlais, c'est les nouvelles règles sur les DPE. C'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles affaires qui arrivent. C'est sur les passoires thermiques, les biens qui ont besoin de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'embêter à faire des travaux et ils disent c'est bon, moi ils m'embêtent avec leur truc, je vais plus pouvoir louer, je veux pas faire les travaux, etc. Donc ils revendent leurs biens. Et quand on achète un bien qui a une note qui est en F ou en G, eh ben il y a moyen de considérablement descendre le prix. Justement, c'est là-dessus qu'on va pouvoir négocier, quoi. Donc aujourd'hui, les stratégies sont différentes en fait par rapport à, j'en parlais hier, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu sur la négociation, les marchés de l'immobilier, tout ça depuis quelques années, que ce soit au niveau bancaire ou au niveau des négociations avec les vendeurs. Aujourd'hui, il y a tout qui se remet en question, des nouvelles stratégies bancaires, nouvelles stratégies d'exploitation, nouvelles stratégies aussi pour trouver des bonnes affaires. Puisqu'aujourd'hui, on a des règles qui changent, et ben il faut s'adapter, quoi. Mais il y a toujours des affaires à faire. Simplement, elles se font différemment. Il y a des restrictions au niveau des financements. Et ben pour la revente, il va falloir avoir des nouvelles stratégies pour de la revente et des nouvelles stratégies de location. Donc c'est juste de l'adaptation qu'il faut avoir, mais comme il y en a eu de tous les temps, hein, il y a eu des changements il y a quelques années avec des taux d'intérêt qui ont baissé, tout le monde s'est adapté. Les taux d'intérêt aujourd'hui remontent, et ben, il faut se réadapter autrement. C'est simplement des changements de stratégie qu'il faut réadapter. Alors c'est vrai qu'en ce moment, le changement il est brutal, mais c'est là-dessus justement qu'il faut sortir son épingle du jeu, c'est de s'adapter rapidement justement pour prendre de l'avance par rapport aux autres qui sont dans l'inertie et qui sont encore avec les anciennes stratégies et les anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus, quoi. Voilà les amis. Bon, je pense qu'on a fait encore une bonne session aujourd'hui, 21 heures. On a encore passé 2 heures ensemble aujourd'hui. On va essayer de pas trop déborder quand même, pas finir trop tard. Demain, donc, on parlera de sujets qui vous intéressent tous, hein. Je vous en ai parlé, hop là, tout à l'heure. Voilà. Donc, comment trouver des biens qui se revendront plus cher, comment financer un achat-revente, comment revendre plus cher. On verra tout ça demain. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous, à toutes. En tout cas, ça a été super dynamique. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi. Je vois que vous êtes super motivés. C'est les meilleurs qui restent jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Le replay sera disponible dès demain matin sur la même page que le replay d'hier. Voilà, je mets tout sur la même page. Donc, demain matin, vous avez un mail avec le lien. Vous aurez aussi un petit message sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions, des commentaires, des avis, mettez-moi tout ça en commentaire sur le groupe Facebook également. Je regarde tout ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut à tous. Je vois que voilà, vous êtes tous. Merci. Merci à tous. Merci infiniment de votre fidélité. Et je vous dis à demain. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée à demain.